Pot-bouille, partie 14, chapitre 16. Dans la matinée du mercredi, lorsque Marie avait amené Berthe à madame Josserand, celle-ci, suffoquée par une aventure dont elle sentait son orgueil atteint, était restée toute pâle, sans une parole. Elle prit la main de sa fille avec la brutalité d'une sous-maîtresse qui jette au cabinet noir une élève coupable. Et elle la conduisit à la chambre d'Hortense. L'y poussa en disant enfin « Cachez-vous, ne paraissez plus, vous tueriez votre père !» Hortense, qui se débarbouillait, fut stupéfaite. Rouge de honte, Berthe s'était jetée sur le lit défait en sanglotant. Elle s'attendait à une explication immédiate et violente. Elle avait préparé toute une défense, décidée à crier elle aussi dès que sa mère irait trop loin. Et cette rudesse muette, cette façon de la traiter en petite fille qui a mangé un pot de confiture, la laissait sans force, la ramenait à ses terreurs d'enfant, aux larmes qu'elle répandait jadis dans les coins, avec de grands serments d'obéissance. « Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu donc fait ?» demandait sa sœur, dont l'étonnement grandissait en la voyant couverte d'un vieux châle prêté par Marie. « Est-ce que ce pauvre Auguste est tombé malade à Lyon ?» Mais Berthe ne voulait pas répondre. Non, plus tard. C'étaient des choses qu'elle ne pouvait dire. Et elle suppliait Hortense de s'en aller, de lui abandonner la chambre, ou du moins, elle pleurerait en paix. La journée se passa de la sorte. Monsieur Josserand était parti à son bureau sans se douter de rien. Puis, quand il revint le soir, Berthe demeura cachée encore. Comme elle avait refusé toute nourriture, elle finit par manger avidement le petit dîner qu'Adèle lui servit en secret. La bonne était restée à la regarder, et devant son appétit, « Ne vous faites donc pas de bile, prenez des forces. Allez, la maison est bien calme. Tant que de tués et de blessés, il n'y a personne de mort. » « Ah, » dit la jeune femme. Elle interrogea Adèle, qui, longuement, compta la journée entière. Le duel manqué, ce qu'avait dit monsieur Auguste, ce qu'avaient fait les Duveyrier et les Vabre. Elle l'écoutait, elle se sentait renaître, dévorant, redemandant du pain. En vérité, elle était trop bête de tant se chagriner, lorsque les autres paraissaient consolés déjà. Aussi, vers 10 heures, comme Hortense venait la rejoindre, l'accueillit-elle gaiement, les yeux secs. Et, étouffant leur rire, elles s'amusèrent quand elle voulut essayer un peignoir de sa sœur qui lui était trop étroit. Sa gorge, que le mariage avait gonflée, crevait l'étoffe. N'importe, en tirant sur les boutons, elle le mettrait le lendemain. Toutes deux se croyaient revenues à leur jeunesse, au fond de cette chambre où elles avaient vécu des années côte à côte. Cela les attendrissait et les rapprochait, dans une affection qu'elles n'éprouvaient plus depuis longtemps. Elles durent coucher ensemble, car madame Josserand s'était débarrassée de l'ancien petit lit de Berthe. Lorsqu'elles furent allongées l'une près de l'autre, la bougie éteinte, les yeux grands ouverts sur les ténèbres, elles causèrent, ne pouvant dormir. « Alors, tu ne veux pas me raconter ?» demanda de nouveau Hortense. « Mais, ma chérie, » répondit Berthe, « tu n'es pas mariée, je ne peux pas. C'est une explication que j'ai eue avec Auguste. Tu entends ? Il est revenu. » Et, comme elle s'interrompait, sa sœur reprit avec impatience. « Va donc, en voilà des affaires. Mon Dieu, à mon âge, je me doute bien. » Alors Berthe se confessa, d'abord en cherchant les mots, puis en lâchant tout, parlant d'Octave, parlant d'Auguste. Hortense, sur le dos, dans le noir, l'écoutait, et elle ne jetait plus que de courtes phrases pour la questionner ou donner son opinion. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ? Et toi, qu'est-ce que tu as éprouvé ? Tiens, c'est drôle, je n'aimerais pas ça. Ah, vraiment, ça se passe de la sorte ? Minuit, puis 1 heure, puis 2 heures sonnèrent. Elle remuait toujours cette histoire, les membres peu à peu brûlés par les draps, prise d'insomnie. Berthe, dans cette demi-hallucination, oubliait sa sœur, en arrivait à penser tout haut, soulageant son cœur et sa chair des confidences les plus délicates. « Oh, moi, avec Verdier, ce sera bien plus simple, » déclara Hortense brusquement. «
Je ferai comme il voudra. » Au nom de Verdier, Berthe eut un mouvement de surprise. Elle croyait le mariage rompu, car la femme avec laquelle il habitait depuis 15 années venait d'avoir un enfant, juste au moment où il était sur le point de la lâcher. « Tu comptes donc l'épouser quand même ? » demanda-t-elle. « Tiens, pourquoi pas ? J'ai fait la bêtise de trop attendre, mais l'enfant va mourir. C'est une fille, elle est toute scrofuleuse. » Et, crachant le mot de maîtresse, dans un dégoût, elle montra sa haine d'honnête bourgeoise à marier contre cette créature qui vivait depuis si longtemps avec un homme. Une manœuvre, pas davantage, son petit enfant. Oui, un prétexte qu'elle avait inventé lorsqu'elle s'était aperçue que Verdier, après lui avoir acheté des chemises pour ne pas la renvoyer nue, voulait l'habituer à une séparation prochaine en découchant de plus en plus fréquemment. Enfin, on verrait, on attendrait. Pauvre femme, laissa échapper Berthe. Comment, pauvre femme ? Cria Hortense avec aigreur. On voit que tu as des choses à te faire pardonner, toi aussi. Tout de suite, elle regretta cette cruauté. Elle prit sa sœur dans ses bras, l'embrassa, lui jura qu'elle ne l'avait pas dit exprès. Et elles se turent. Mais elle ne dormait pas. Elle continuait l'histoire, les yeux grands ouverts sur les ténèbres. Le lendemain matin, M. Josserand éprouva un malaise. Jusqu'à 2 heures de la nuit, il s'était encore entêté à faire des bandes, malgré un accablement, une diminution lente de ses forces, dont il se plaignait depuis quelque temps. Il se leva pourtant, s'habilla, mais au moment de partir pour son bureau, il se sentit si épuisé qu'il envoya un commissionnaire avec une lettre, voulant prévenir les frères Bernheim de son indisposition. La famille allait prendre son café au lait. C'était un déjeuner fait sans nappe, dans la salle à manger encore grasse du dîner de la veille. Ces dames venaient en camisole, trempées d'eau, les cheveux simplement relevés. En voyant son mari rester, Madame Josserand avait résolu de ne pas cacher Berthe davantage, ennuyée déjà de tout ce mystère, redoutant du reste, à chaque minute, de voir Auguste monter faire une scène. « Comment ? Tu déjeunes ? Qu'y a-t-il donc ? » dit le père, très surpris, quand il aperçut sa fille, les yeux gros de sommeil, la gorge écrasée dans le peignoir trop étroit d'Hortense. « Mon mari m'a écrit qu'il restait à Lyon, » répondit-elle, « et j'ai eu l'idée de passer la journée avec vous. » C'était un mensonge arrangé entre les deux sœurs. Madame Josserand, qui gardait sa raideur de sous-maîtresse, ne le démentit pas, mais le père examinait Berthe, troublé, averti d'un malheur. Et, l'histoire lui semblant singulière, il allait demander comment le magasin marcherait sans elle, lorsqu'elle vint l'embrasser sur les 2 joues de son air gai et câlin d'autrefois. « Bien vrai, tu ne me caches rien, » murmura-t-il. « Quelle idée ! Pourquoi veux-tu que je te cache quelque chose ?» Madame Josserand se permit simplement de hausser les épaules. À quoi bon tant de précautions ? Pour gagner 1 heure peut-être, mais ça ne valait pas la peine. Il faudrait toujours que le père reçût le coup. Cependant, le déjeuner fut joyeux. Monsieur Josserand, ravi de se retrouver entre ses 2 filles, se croyait encore aux jours anciens lorsqu'elles l'égayaient, à peine éveillées, avec leurs rêves de gamine. Elles gardaient pour lui leur bonne odeur de jeunesse, les coudes sur la table, trempant leurs tartines, riant la bouche pleine. Et tout le passé achevait de renaître, quand il voyait en face d'elle le visage rigide de leur mère, énorme et débordante dans une vieille robe de soie verte qu'elle finissait d'user le matin sans corset. Mais une scène fâcheuse gâta le déjeuner. Tout d'un coup, Madame Josserand interpella la bonne. « Qu'est-ce que vous mangez donc ?» Depuis un instant, elle la surveillait. Adèle, en savate, tournait lourdement autour de la table. « Rien, madame, » répondit-elle. « Comment, rien ? Vous mâchez, je ne suis pas aveugle. Tenez, vous en avez encore plein les dents. Oh, vous aurez beau vous creuser les joues, ça se voit tout de même. Et c'est dans votre poche, n'est-ce pas, ce que vous mangez ?» Adèle se troubla, voulut reculer, mais Madame Josserand l'avait saisie par la jupe. « Voilà 1/4 d'heure que je vous vois sortir des choses de là-dedans, et vous les fourrez sous le nez en les cachant dans le creux de votre main. C'est donc bien bon ? Montrez un peu. » Elle fouilla à son tour et retira une poignée de pruneaux cuits. Du jus coulait encore.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle furieusement. « Des pruneaux, madame, dit la bonne, qui, se voyant découverte, devenait insolente. « Ah, vous mangez mes pruneaux ? C'est donc ça qu'ils filent si vite et qu'ils ne reparaissent plus sur la table. S'il est possible, des pruneaux dans une poche !» Et elle l'accusa de boire aussi son vinaigre. Tout disparaissait. On ne pouvait laisser traîner une pomme de terre sans être certain de ne plus la retrouver. « Vous êtes un gouffre, ma fille !»« Donnez-moi de quoi manger, » répliqua carrément Adèle. « Je ne dirai rien à vos pommes de terre. » Ce fut le comble. Madame Josserand se leva, majestueuse, terrible. « Taisez-vous, répondeuse ! Oh, je sais, ce sont les autres bonnes qui vous gâtent. Dès qu'il y a dans une maison une bête qui débarque de sa province, il faut que les coquines de tous les étages la mettent au courant d'un tas d'horreurs. Vous n'allez plus à la messe et vous volez maintenant. » Adèle, la tête montée en effet par Lisa et par Julie, ne céda pas. « Quand j'étais une bête, comme vous dites, fallait pas abuser. C'est fini. Sortez, je vous chasse !» cria madame Josserand, la main tendue vers la porte, dans un geste tragique. Elle s'assit, secouée, pendant que la bonne, sans se presser, traînait ses savates et avalait encore un pruneau avant de retourner dans sa cuisine. On la chassait ainsi une fois par semaine. Ça ne l'émotionnait plus. Autour de la table, il y eut un silence pénible. Hortense finit par dire que ça n'avançait à rien de toujours la flanquer dehors pour toujours la garder ensuite. Sans doute, elle volait et elle devenait insolente, mais autant celle-là qu'une autre, car elle consentait à les servir au moins, tandis qu'une autre ne les tolérerait pas 8 jours, même avec l'agrément de boire le vinaigre et de fourrer les pruneaux dans sa poche. Le déjeuner, cependant, s'acheva dans une intimité attendrie. Monsieur Josserand, très ému, parla de ce pauvre Saturnin qui s'était fait reconduire là-bas, la veille, pendant son absence. Et il croyait à un accès de folie furieuse au milieu du magasin, car on lui avait conté cette histoire. Ensuite, comme il se plaignait de ne plus voir Léon, madame Josserand, redevenue muette, déclara sèchement qu'elle l'attendait le jour même. Peut-être viendrait-il déjeuner. Depuis une semaine, le jeune homme avait rompu avec madame d'Ambreville, qui, pour tenir sa promesse, voulait le marier à une veuve sèche et noire. Mais lui entendait épouser une nièce de monsieur d'Ambreville, une créole très riche et d'une beauté éclatante, débarquée au mois de septembre chez son oncle après avoir perdu son père, mort aux Antilles. Et il y avait eu des scènes terribles entre les deux amants. Madame d'Ambreville refusait sa nièce à Léon, brûlée de jalousie, ne pouvant se résigner devant cette fleur adorable de jeunesse. « Où en est le mariage ?» demanda monsieur Josserand avec discrétion. D'abord, la mère répondit en phrases expurgées à cause d'Hortense. Maintenant, elle était aux pieds de son fils, un garçon qui réussissait, et même elle le jetait parfois à la face du père, en disant que, Dieu merci, celui-là tenait d'elle et qu'il ne laisserait pas sa femme sans souliers. Peu à peu, elle s'échauffa. « Enfin, il en a assez. C'est bon un moment, ça ne lui a pas été nuisible. Mais si la tante ne donne pas la nièce, bonsoir, il lui coupe les vivres. Moi, je l'approuve. » Hortense, par décence, se mit à boire son café en affectant de disparaître derrière le bol, tandis que Berthe, qui pouvait tout entendre désormais, avait une légère moue de répugnance pour les succès de son frère. La famille allait se lever de table et M. Josserand, ragaillardi, se sentant beaucoup mieux, parlait de se rendre quand même à son bureau, lorsque Adèle apporta une carte. La personne attendait au salon. « Comment ? C'est elle ? À cette heure-ci ?» s'écria madame Josserand. « Et moi qui n'ai pas de corset. Tant pis, il faut que je lui dise ses vérités. » C'était justement madame d'Ambreville. Le père et les 2 filles restèrent alors à causer dans la salle à manger, pendant que la mère se dirigeait vers le salon. Devant la porte, avant de la pousser, elle examina d'un œil inquiet sa vieille robe de soie verte, tâcha de la boutonner, l'éplucha des fils ramassés sur les parquets. Et elle fit rentrer d'une tape sa gorge débordante. « Vous m'excusez, chère madame, » dit la visiteuse avec un sourire. « Je passais, j'ai voulu avoir de vos nouvelles. »
Elle était sanglée, coiffée, collée, dans une toilette d'une correction parfaite, et elle avait l'aisance d'une femme aimable, montée pour donner le bonjour à une amie. Seulement, son sourire tremblait. On sentait derrière ses grâces mondaines une angoisse affreuse, dont frissonnait tout son être. Elle parla d'abord de 1000 choses, évita de prononcer le nom de Léon, puis se décida à sortir de sa poche une lettre de lui qu'elle venait de recevoir. « Oh, une lettre, murmura-t-elle, la voix changée, gagnée par les larmes. « Qu'a-t-il donc contre moi, chère madame ? Le voilà qui ne veut plus remettre les pieds chez nous. » Et sa main fiévreuse tendait la lettre, qui remuait. Madame Josserand la prit, la lut froidement. C'était une rupture, en 3 lignes, d'une concision cruelle. « Mon Dieu, dit-elle en la lui rendant, Léon n'a peut-être pas tort. » Mais, tout de suite, madame d'Ambreville vanta la veuve, une femme de 35 ans à peine, du plus grand mérite, suffisamment riche, qui ferait un ministre de son mari tant elle était active. Enfin, elle tenait ses promesses, elle trouvait pour Léon un beau parti. Qu'avait-il à se fâcher ? Et sans attendre une réponse, se décidant dans un tressaillement nerveux, elle nomma Raymonde, sa nièce. Vraiment, était-ce possible ? Une gamine de 16 ans, une sauvage qui ne savait rien de l'existence. « Pourquoi pas ?» répétait madame Josserand à chaque interrogation. « Pourquoi pas, s'il l'aime ?» Non, non, il ne l'aimait pas, il ne pouvait pas l'aimer. Madame d'Ambreville se débattait, s'abandonnait. « Voyons, cria-t-elle, je ne lui demande qu'un peu de gratitude. C'est moi qui l'ai fait, c'est grâce à moi qu'il est auditeur, et il trouvera sa nomination de maître des requêtes dans la corbeille. Madame, je vous en supplie, dites-lui qu'il revienne, dites-lui qu'il me fasse ce plaisir. Je m'adresse à son cœur, à votre cœur de mère, oui, à tout ce que vous avez de noble. » Elle joignit les mains, ses paroles se brisaient. Il y eut un silence, toutes deux restaient face à face. Et brusquement, elle éclata en gros sanglots, vaincue, emportée, bégayant. « Pas avec Raymonde ! Oh non, pas avec Raymonde !» C'était une rage d'amour, le cri d'une femme qui refuse de vieillir, qui se cramponne au dernier homme dans la crise ardente du retour d'âge. Elle avait saisi les mains de madame Josserand, elle les trempait de larmes, avouant tout à la mère, s'humiliant devant elle, répétant qu'elle seule pouvait agir sur son fils, jurant un dévouement de servante si elle le lui rendait. Sans doute, elle n'était pas venue pour dire ces choses. Elle se promettait, au contraire, de ne rien laisser deviner, mais son cœur crevait. Il n'y avait pas de sa faute. « Taisez-vous, ma chère, vous me faites honte, » répondait madame Josserand, l'air fâché. « J'ai des filles qui peuvent vous entendre. Moi, je ne sais rien, je ne veux rien savoir. Si vous avez des affaires avec mon fils, arrangez-vous ensemble. Jamais je n'accepterai un rôle équivoque. » Pourtant, elle l'accabla de conseils. À son âge, on devait se résigner. Dieu lui serait d'un grand secours. Mais il fallait qu'elle livrât sa nièce, si elle voulait offrir au ciel son sacrifice comme une expiation. Du reste, la veuve ne convenait pas du tout à Léon, qui avait besoin d'une femme de visage aimable pour donner des dîners. Et elle parla de son fils avec admiration, flattée dans son orgueil, le détaillant, le montrant digne des plus jolies personnes. « Songez donc, cher ami, qu'il n'a pas 30 ans. Je serais désolée de vous désobliger, mais vous pourriez être sa mère. Oh, il sait ce qu'il vous doit, et je suis moi-même pénétrée de reconnaissance. Vous resterez son bon ange. Seulement, quand c'est fini, c'est fini. Vous n'espériez peut-être pas le garder toujours. » Et, comme la malheureuse refusait d'entendre raison, voulait le ravoir simplement, tout de suite, la mère se fâcha. « Hé, madame, allez vous promener à la fin. Je suis trop bonne d'y mettre de la complaisance. Il ne veut plus, cet enfant. Ça s'explique. Regardez-vous donc. C'est moi, maintenant, qui le rappellerai au devoir, s'il cédait encore à vos exigences. Car, je vous le demande, quel intérêt ça peut-il avoir pour vous deux désormais ?
Justement, il va venir, et si vous avez compté sur moi… » De toutes ces paroles, madame d'Ambreville n'entendit que la dernière phrase. Depuis 8 jours, elle poursuivait Léon, sans parvenir à le voir. Son visage s'éclaira, elle jeta ce cri de son cœur. « S'il doit venir, je reste !» Dès lors, elle s'installa, s'alourdit comme une masse dans un fauteuil, les regards fixés sur le vide, ne répondant plus, avec l'obstination d'une bête qui ne cédera pas, même sous les coups. Madame Josserand, désolée d'avoir trop parlé, exaspérée de cette borne tombée dans son salon, et qu'elle n'osait pourtant pousser dehors, finit par la laisser seule. D'ailleurs, un bruit venu de la salle à manger l'inquiétait. Elle croyait reconnaître la voix d'Auguste. « Parole d'honneur, madame, on n'a jamais vu ça !» dit-elle en refermant violemment la porte. « C'est de la dernière indiscrétion !» En effet, Auguste était monté pour avoir avec les parents de sa femme l'explication dont il méditait les termes depuis la veille. Monsieur Josserand, de plus en plus gaillard et détourné décidément du bureau par une pensée de débauche, proposait une promenade à ses filles lorsqu'Adèle vint annoncer le mari de madame Berthe. Ce fut un effarement, la jeune femme avait pâli. « Comment, ton mari ?» dit le père, « mais il était à Lyon. »« Ah, vous mentiez. Il y a un malheur. Voilà 2 jours que je le sens. » Et, comme elle se levait, il la retint. « Parle, vous vous êtes encore disputés. Pour l'argent, n'est-ce pas? Hein? Peut-être à cause de la dot. Des 10 000 francs que nous ne lui avons pas payés. »« Oui, oui, c'est ça, » balbutia Berthe, qui se dégagea et qui s'enfuit. Hortense, elle aussi, s'était levée. Elle rejoignit sa sœur en courant, toutes deux se réfugièrent dans sa chambre. Leurs jupons envolés avaient laissé un frisson de panique. Le père se trouva brusquement seul devant la table, au milieu de la salle à manger silencieuse. Tout son malaise lui remontait au visage, et une pâleur terreuse, une lassitude désespérée de la vie. L'heure qu'il redoutait, qu'il attendait avec une honte pleine d'angoisse, était arrivée. Son gendre allait parler de l'assurance. Et lui devrait avouer l'expédient de malhonnête homme auquel il avait consenti. « Entrez, entrez, mon cher Auguste, » dit-il, la voix étranglée. « Berthe vient de m'avouer la querelle. Je ne suis pas très bien portant, et l'on me gâte. Vous me voyez désespéré de ne pouvoir vous donner cet argent. Ma faute a été de promettre, je le sais. » Il continua péniblement, de l'air d'un coupable qui fait des aveux. Auguste l'écoutait, surpris. Il s'était renseigné, il connaissait la cuisine louche de l'assurance, mais il n'aurait point osé réclamer le versement des 10 000 francs, de peur que la terrible madame Josserand ne l'envoyât d'abord au tombeau du père Vabre toucher ses 10 000 francs à lui. Toutefois, puisqu'on lui en parlait, il partit de là. C'était un premier grief. « Oui, monsieur, je sais tout. Vous m'avez absolument fichu dedans, avec vos histoires. Ce me serait encore égal de ne pas avoir l'argent, mais c'est l'hypocrisie qui m'exaspère. Pourquoi cette complication d'une assurance qui n'existait pas? Pourquoi se donner des airs de tendresse et de sensibilité en offrant d'avancer des sommes que vous disiez ne pouvoir toucher que 3 ans plus tard? Et vous n'aviez pas un sou. Une telle façon d'agir porte un nom dans tous les pays. » Monsieur Josserand ouvrit la bouche pour crier. « Ce n'est pas moi, ce sont eux !» Mais il gardait une pudeur de la famille. Il baissa la tête, acceptant la vilaine action. Auguste continuait. « D'ailleurs, tout le monde était contre moi. Duveyrier s'est encore conduit, là comme un pas grand-chose, avec son gredin de notaire, car je demandais qu'on mît l'assurance dans le contrat à titre de garantie, et l'on m'a imposé silence. Si j'avais exigé cela, pourtant, vous commettiez un faux. Oui, monsieur, un faux. » Très pâle, le père s'était levé à cette accusation, et il allait répondre, offrir son travail, acheter le bonheur de sa fille de toute l'existence qui lui restait à vivre, lorsque madame Josserand, jetée hors d'elle par l'entêtement de madame d'Ambreville, ne faisant plus attention à sa vieille robe de soie verte dont sa gorge courroucée achevait de crever le corsage, entra comme dans un coup de vent. « Hein, quoi ?
cria-t-elle. « Qui parle de faux ? C'est monsieur ? Allez d'abord au Père-Lachaise, monsieur, pour voir si la caisse de votre père est ouverte. » Auguste s'y attendait, mais il n'en fut pas moins horriblement vexé. Du reste, elle ajoutait, la tête haute, écrasante d'aplomb. « Nous les avons, vos 10 000 francs. Oui, ils sont là, dans un tiroir. Mais nous ne vous les donnerons que lorsque M. Vabre sera revenu vous donner les vôtres. En voilà une famille, un père joueur qui nous fiche tous dedans, et un beau-frère voleur qui colle la succession dans sa poche. »« Voleur, voleur, bégaya Auguste, poussé à bout. Les voleurs sont ici, madame. » Tous deux, le visage enflammé, s'étaient plantés l'un devant l'autre. M. Josserand, que ces violences brisaient, les sépara. Il les suppliait d'être calmes, et, secoué d'un tremblement, il fut obligé de s'asseoir. « En tout cas, reprit le gendre après un silence, je ne veux pas de salopes dans mon ménage. Gardez votre argent et gardez votre fille. J'étais monté pour vous dire ça. »« Vous changez de question, » fit remarquer tranquillement la mère. « C'est bon, nous allons en causer. » Mais le père, sans force pour se lever, les regardait d'un air d'épouvante. Il ne comprenait plus. Que disait-il ? Quelle était donc la salope ? Puis, lorsqu'à les entendre, il sut que c'était sa fille, il y eut en lui un déchirement, une plaie ouverte, par où son reste de vie s'en allait. Mon Dieu, il mourrait donc de son enfant ? Il serait puni de toutes ses faiblesses en elle, qu'il n'avait pas su élever. Déjà, l'idée qu'elle vivait endettée, continuellement aux prises avec son mari, lui gâtait sa vieillesse, le faisait revivre les tourments de sa propre existence. Et voilà, maintenant, qu'elle tombait à l'adultère, à ce dernier degré de vilainie pour une femme qui révoltait son honnêteté simple de brave homme, muet, pris d'un grand froid, il écoutait la dispute des deux autres. « Je vous avais bien dit qu'elle me tromperait !» criait Auguste d'un air de triomphe indigné. « Et je vous ai répondu que vous faisiez tout pour ça !» déclarait victorieusement madame Josserand. « Oh, je ne donne pas raison à Berthe. C'est idiot, sa machine. Et elle ne perdra pas pour attendre, je lui dirai ma façon de voir. Mais enfin, puisqu'elle n'est pas là, je puis le constater. Vous seul êtes coupable. »« Comment coupable ? Sans doute, mon cher. Vous ne savez pas prendre les femmes. Tenez, un exemple. Est-ce que vous daignez seulement venir à mes mardis ? Non, vous restez au plus une demi-heure et 3 fois dans la saison. On a beau avoir toujours mal à la tête, on est poli. Oh, bien sûr, ce n'est pas un grand crime. N'importe, vous voilà jugé. Vous manquez de savoir-vivre. » Sa voix sifflait d'une rancune lentement amassée, car, en mariant sa fille, elle avait surtout compté sur son gendre pour meubler son salon. Et il n'amenait personne, il ne venait même pas. C'était la fin d'un de ses rêves. Jamais elle ne lutterait contre les cœurs des Duveyrier. « Du reste, » ajouta-t-elle avec ironie, « je ne force personne à s'amuser chez moi. »« Le fait est qu'on ne s'y amuse guère, » répondit-il impatienté. Du coup, elle s'emporta. « Allons, prodiguez vos insultes. Sachez, monsieur, que j'aurais tout le beau monde de Paris, si je voulais, et que je n'ai pas attendu après vous pour tenir mon rang. » Il n'était plus question de Berthe. L'adultère avait disparu dans cette querelle personnelle. M. Josserand les écoutait toujours, comme s'il eût roulé au fond d'un cauchemar. Ce n'est pas possible, sa fille ne pouvait lui faire ce chagrin. Et, péniblement, il finit par se lever. Il sortit, sans dire une parole, pour aller chercher Berthe. Dès qu'elle serait là, elle se jetterait au cou d'Auguste. On s'expliquerait, on oublierait tout. Il la trouva en train de se disputer avec Hortense, qui la poussait à implorer son mari, ayant assez d'elle déjà et craignant de partager sa chambre longtemps. La jeune femme résistait. Pourtant, elle finit par le suivre. Comme il rentrait dans la salle à manger, où les bols du déjeuner traînaient encore, madame Josserand criait « Non, parole d'honneur, je ne vous plains pas !» En apercevant Berthe, elle se tut, elle retomba dans sa majesté sévère. Auguste avait eu, à la vue de sa femme, un grand geste de protestation, comme pour l'ôter de son chemin. « Voyons, dit M. Josserand de sa voix douce et tremblante,
Qu'est-ce que vous avez tous ? Je ne sais plus. Vous me rendez fou avec vos histoires. N'est-ce pas, mon enfant, ton mari se trompe. Tu vas lui expliquer. Il faut avoir un peu pitié des vieux parents. Faites-le pour moi. Embrassez-vous. Berthe, qui aurait embrassé Auguste tout de même, restait gauche, étranglée dans son peignoir, en le voyant se reculer d'un air de répugnance tragique. « Comment ? Tu refuses, ma mignonne ?» continuait le père. « Tu dois faire le premier pas. Et vous, mon cher garçon, encouragez-la, soyez indulgent. » Le mari enfin éclata. « L'encourager ? Ah bien, je l'ai trouvée en chemise, monsieur, et avec cet homme. Vous moquez-vous de moi, de vouloir que je l'embrasse ? En chemise, monsieur !» Monsieur Josserand restait béant. Puis il saisit le bras de Berthe. « Tu ne dis rien. C'est donc vrai ? À genoux, alors !» Mais Auguste avait gagné la porte. Il se sauvait. « Inutile, ça ne prend plus, vos comédies. N'essayez pas de me la coller encore sur les épaules. C'est trop d'une fois. Entendez-vous ? Jamais. J'aimerais mieux plaider. Passez-la à un autre si elle vous embarrasse. Et d'ailleurs, vous ne valez pas mieux qu'elle. » Il attendit d'être dans l'antichambre. Il se soulagea de ce dernier cri. « Oui, quand on a fait une garce de sa fille, on ne la fourre pas à un honnête homme. » La porte de l'escalier battit. Un profond silence régna. Berthe, machinalement, avait repris sa place devant la table, baissant les yeux, regardant un reste de café au fond de son bol, tandis que sa mère marchait à grands pas, emportée dans la tempête de ses grosses émotions. Le père, épuisé, avec un visage blême d'agonie, s'était assis tout seul, à l'autre bout de la pièce, contre un mur. Une odeur de beurre rance, du beurre de mauvaise qualité acheté exprès aux halles, empoisonnait la pièce. « Maintenant que ce grossier est parti, dit madame Josserand, on peut s'entendre. Ah, monsieur, voilà le résultat de votre incapacité. Reconnaissez-vous enfin vos torts ? Croyez-vous qu'on viendrait chercher des querelles pareilles à un des frères Bernheim ? À un propriétaire de la cristallerie Saint-Joseph ? Non, n'est-ce pas ? Si vous m'aviez écouté, si vous aviez mis vos patrons dans votre poche, ce grossier serait à nos genoux, car il ne demande évidemment que de l'argent. Ayez de l'argent et vous serez considéré, monsieur. Il vaut mieux faire envie que pitié. Quand j'ai eu 20 sous, j'ai toujours dit que j'en avais 40. Mais vous, monsieur, vous vous fichez que j'aille les pieds nus. Vous avez trompé indignement votre femme et vos filles en les traînant dans une vie de meurt-de-faim. Oh, ne protestez pas, tous nos malheurs viennent de là. Monsieur Josserand, les regards éteints, n'avait pas même fait un mouvement. Elle s'était arrêtée devant lui, avec le besoin enragé d'une scène. Puis, le voyant immobile, elle reprit sa marche. « Oui, oui, jouez le dédain. Vous savez que ça ne m'émeut guère. Et nous verrons si vous osez encore dire du mal de ma famille, après tout ce qui se passe dans la vôtre. Mais l'oncle Bachelard est un aigle. Mais ma sœur est très polie. Tenez, voulez-vous connaître mon opinion ? Eh bien, mon père ne serait pas mort, que vous l'auriez tué. Quant au vôtre, de père... » La pâleur de M. Josserand augmentait. Il murmura. « Je t'en supplie, Éléonore. Je t'abandonne mon père. Je t'abandonne toute ma famille. Seulement, je t'en supplie, laisse-moi. Je ne me sens pas bien. » Berthe, apitoyée, avait levé la tête. « Maman, laisse-le, dit-elle. » Alors, se tournant contre sa fille, madame Josserand repartit avec plus de violence. « Toi, je te gardais. Attends un peu. Oui, depuis hier, j'amasse. Mais je te préviens, ça déborde. Avec ce calicot, si c'est possible. Tu as donc perdu toute fierté ? Moi, je croyais que tu l'utilisais, que tu étais aimable, juste assez pour lui faire prendre à cœur la vente en bas. Et je t'aidais, je l'encourageais. Enfin, dis-moi quel intérêt as-tu vu là-dedans ? » ?»« Aucun, bien sûr, balbutia la jeune femme. »« Pourquoi l'as-tu pris alors ? C'était encore plus bête que vilain. » »«
Tu es drôle, maman. On ne sait jamais dans ces affaires-là. » Madame Josserand s'était remise à marcher. « Ah, on ne sait jamais. Eh bien, si, il faut savoir. Je vous demande un peu ce mal conduire, mais ça n'a pas une ombre de bon sens. C'est ce qui m'exaspère. Est-ce que je t'ai dit de tromper ton mari ? Est-ce que j'ai trompé ton père, moi ? Il est là. Questionne-le. Qu'il parle s'il m'a jamais surprise avec un homme. » Sa marche se ralentissait, devenait majestueuse, et elle donnait, sur son corsage vert, de grandes tapes qui lui rejetaient la gorge sous les bras. « Rien, pas une faute, pas un oubli, même en pensée. Ma vie est chaste, et Dieu sait pourtant si ton père m'en a fait supporter. J'aurais eu toutes les excuses, bien des femmes se seraient payées des vengeances. Mais j'avais du bon sens, ça m'a sauvée. Aussi, tu le vois, il n'a pas un mot à dire. Il reste là, sur une chaise, sans trouver une raison. J'ai tous les droits, je suis honnête. Ah, grande cruche, tu ne te doutes pas de ta bêtise. » Et, doctement, elle fit un cours pratique de morale dans la question de l'adultère. Est-ce que, maintenant, Auguste n'était pas autorisé à la traiter en maître ? Elle lui avait fourni une arme terrible. Même s'ils se remettaient ensemble, elle ne pourrait lui chercher la moindre dispute sans recevoir immédiatement son paquet. Hein ? La jolie position. Comme elle prendrait de l'agrément à plier l'échine toujours. C'était fini. Elle devait dire adieu aux petits bénéfices qu'elle aurait tirés d'un mari obéissant, des gentillesses et des égards. Non, plutôt vivre honnête que de ne plus être la maîtresse de crier chez soi. « Devant Dieu, dit-elle, moi, je jure que je me serais retenue, même si l'empereur m'avait tourmentée. On y perd trop. » Elle fit quelques pas en silence, parut réfléchir, puis ajouta. « D'ailleurs, c'est la plus grande des hontes. » Monsieur Josserand la regardait sa fille, remuant les lèvres sans parler. Et tout son être meurtri les conjurait de cesser cette explication cruelle. Mais Berthe, qui pliait devant les violences, restait blessée de la leçon de sa mère. À la fin, elle se révoltait, car elle avait l'inconscience de sa faute, dans son ancienne éducation de fille à marier. « Dame, dit-elle, en mettant carrément les coudes sur la table, il ne fallait pas me faire épouser un homme que je n'aimais pas. Maintenant, je le hais. J'en ai pris un autre. » Et elle continua. Toute l'histoire de son mariage revenait dans ces phrases courtes, lâchées par lambeaux. Les 3 hivers de chasse à l'homme, les garçons de tout poil aux bras desquels on la jetait, les insuccès de cette offre de son corps sur les trottoirs autorisés des salons bourgeois. Puis, ce que les mères enseignent aux filles sans fortune, tout un cours de prostitution décente et permise, les attouchements de la danse, les mains abandonnées derrière une porte, les impudeurs de l'innocence spéculant sur les appétits des niais. Puis le mari fait un beau soir, comme un homme est fait par une gueuse. Le mari raccroché sous un rideau, excité et tombant au piège dans la fièvre de son désir. « Enfin, il m'embête et je l'embête, déclara-t-elle. Ce n'est pas ma faute, nous ne nous comprenons pas. Dès le lendemain, il a eu l'air de croire que nous l'avions mis dedans. Oui, il était refroidi, désolé, comme les jours où il rate une vente. Moi, de mon côté, je ne le trouvais guère drôle. Vrai, si le mariage n'offrait pas plus d'agrément. Et c'est parti de là. Tant pis, ça devait arriver. Je ne suis pas la plus coupable. » Elle se tut, puis ajouta avec une conviction profonde. « Ah, maman, comme je te comprends aujourd'hui. Tu te rappelles quand tu nous disais que tu en avais par-dessus la tête ?» Madame Josserand, debout devant elle, l'écoutait depuis un instant, dans une stupeur indignée. « Moi ? J'ai dit ça ?» cria-t-elle. Mais Berthe, lancée, ne s'arrêtait plus. « Tu l'as dit 20 fois, et d'ailleurs, j'aurais voulu te voir à ma place. Auguste n'est pas bon comme papa. Vous vous seriez battu pour l'argent au bout de 8 jours. C'est celui-là qui t'aurait fait dire tout de suite que les hommes ne sont bons qu'à être fichus dedans. »« Moi ? J'ai dit ça ?» répéta la mère hors d'elle. Elle s'avança si menaçante sur sa fille que le père tendit les mains dans un geste de prière qui demandait grâce.
Les éclats de voix des deux femmes le frappaient au cœur, sans relâche, et, à chaque secousse, il sentait la blessure grandir. Des larmes jaillirent de ses yeux. Il balbutia. « Finissez, épargnez-moi. » « Eh non, c'est épouvantable, reprit madame Josserand d'une voix plus haute. Voilà que cette malheureuse à présent me prête son dévergondage. Vous allez voir que ce sera moi bientôt qui aurai trompé son mari. Alors, c'est ma faute, car au fond, ça veut dire ça. C'est ma faute. Berthe restait les deux coudes sur la table, très pâle, mais résolue. Bien sûr que si tu m'avais élevée autrement. Elle n'acheva pas. À toute volée, sa mère lui allongea une gifle, et si forte qu'elle la cloua du cou sur la toile cirée. Depuis la veille, elle avait cette gifle dans la main. Ça lui démangeait les doigts, comme au jour lointain où la petite s'oubliait encore en dormant. « Tiens !» cria-t-elle. « Voilà pour ton éducation. Ton mari aurait dû t'assommer. » La jeune femme sanglotait, sans se relever, la joue contre le bras. Elle oubliait ses 24 ans. Cette gifle la ramenait aux gifles d'autrefois, à tout un passé d'hypocrisie craintive. Sa résolution de grande personne émancipée se fondait dans une grosse douleur de petite fille. Mais, à l'entendre pleurer si fort, une émotion terrible s'était emparée du père. Il se levait enfin, éperdu, et il repoussait la mère, en disant « Vous voulez donc me tuer, toutes les deux ? Dites, faut-il que je me mette à genoux ?» Madame Josserand, soulagée, n'ayant rien à ajouter, se retirait dans un royal silence. Lorsque, derrière la porte, brusquement ouverte, elle trouva Hortense, l'oreille tendue. Ce fut un nouvel éclat. « Ah, tu écoutais ces saletés, toi ? L'une commet des horreurs, l'autre s'en régale. Vous faites la paire. Mais, grand Dieu, qui est-ce qui vous a donc élevé ?» Hortense, sans s'émouvoir, était entrée. Je n'avais pas besoin d'écouter. On vous entend du fond de la cuisine. La bonne se tord. D'ailleurs, je suis d'âge à être mariée. Je puis bien savoir. Verdier, n'est-ce pas ? Reprit la mère avec amertume. Voilà les satisfactions que tu me donnes, toi aussi. Maintenant, tu attends la mort d'un mioche. Tu peux attendre. Il est gros et gras, on me l'a dit. C'est bien fait. Tout un flot de bile avait jauni le visage maigre de la jeune fille. Elle répondit, les dents serrées. S'il est gros et gras, Verdier peut le lâcher. Et je le lui ferai lâcher plus tôt qu'on ne pense, pour vous attraper tous. Oui, oui, je me marierai seule. Ils sont trop solides, les mariages que tu bâcles. Puis, comme sa mère revenait sur elle, « Ah, tu sais, on ne me gifle pas, moi. Prends garde. » Elles se regardèrent fixement, et madame Josserand céda la première, cachant sa retraite sous un air de domination dédaigneuse. Mais le père avait cru à un recommencement de la bataille. Alors, pris entre les trois femmes, lorsqu'il vit cette mère et ses filles, toutes les créatures qu'il avait aimées, finir par se manger entre elles, il sentit un monde crouler sous lui. Il s'en alla de son côté, se réfugia au fond de la chambre, comme frappé à mort et désireux d'y mourir seul. Il répétait au milieu de ses sanglots « Je ne peux plus, je ne peux plus !» La salle à manger retomba dans le silence. Berthe, la joue contre le bras, soulevée encore de longs soupirs nerveux, se calmait. Tranquillement, Hortense s'était assise de l'autre côté de la table, beurrant un reste de rôti afin de se remettre. Ensuite, elle désespéra sa sœur par des raisonnements tristes. Ça devenait inhabitable chez eux. À sa place, elle préférerait recevoir des gifles de son mari que de sa mère, car c'était plus naturel. Elle, d'ailleurs, quand elle aurait épousé Verdier, flanquerait carrément sa mère à la porte, pour ne pas avoir des scènes pareilles dans son ménage. À ce moment, Adèle vint desservir la table. Mais Hortense continua, disant qu'on se ferait donner congé si ça recommençait. Et la bonne partagea cette opinion. Elle avait dû fermer la fenêtre de la cuisine parce que déjà Lisa et Julie allongeaient le nez. Du reste, ça lui semblait drôle. Elle riait encore. Madame Berthe en avait reçu une fameuse. Tant que de tués et de blessés, elle était la plus malade. Puis, roulant sa taille épaisse,
elle eut un mot de profonde philosophie. Après tout, la maison s'en fichait, fallait bien vivre. On ne se rappellerait même plus madame et ces deux messieurs dans 8 jours. Hortense, qui l'approuvait d'un hochement de tête, l'interrompit pour se plaindre du beurre dont elle avait la bouche empestée. Dame, du beurre à 22 sous, ça ne pouvait être que de la poison. Et, comme il laissait au fond des casseroles un résidu infect, Adèle expliquait qu'il n'était pas même économique, lorsqu'un bruit sourd, un lointain ébranlement du plancher, leur fit brusquement prêter l'oreille. Berthe, inquiète, avait enfin levé la tête. « Qu'est-ce donc ?» demanda-t-elle. « C'est peut-être madame et l'autre dame, dans le salon, » dit Adèle. Madame Josserand venait d'avoir un sursaut de surprise en traversant le salon. Une femme était là, toute seule. « Comment ? C'est encore vous ?» cria-t-elle quand elle eut reconnu madame d'Ambreville qu'elle avait oubliée. Celle-ci ne bougeait pas. Les querelles de la famille, l'éclat des voix, le battement des portes semblaient avoir passé sur sa chair sans qu'elle en eût même senti le souffle. Elle restait immobile, les regards perdus, enfoncés et tassés dans sa rage d'amour. Mais un travail se faisait en elle. Les conseils de la mère de Léon la bouleversaient, la décidaient à acheter chèrement quelques restes de bonheur. « Voyons, » reprit avec brutalité madame Josserand, « vous ne pouvez pourtant pas coucher ici. Mon fils m'a écrit, je ne l'attends plus. » Alors madame d'Ambreville parla, la bouche empâtée de silence, comme si elle se réveillait. « Je m'en vais, excusez-moi, et vous lui direz de ma part que j'ai réfléchi. Je consens. Oui, je réfléchirai encore. Je lui ferai peut-être épouser cette fille, puisqu'il le faut. Mais c'est moi qui la lui donne, et je veux qu'il vienne me la demander, à moi toute seule, entendez-vous ? Oh, qu'il revienne, qu'il revienne !» Sa voix ardente suppliait. Elle ajouta plus bas, de l'air entêté d'une femme qui, après avoir tout sacrifié, se cramponne à une satisfaction dernière. « Il l'épousera, mais il habitera chez nous. Autrement, rien de fait. J'aime mieux le perdre. » Et elle s'en alla. Madame Josserand était redevenue charmante. Dans l'antichambre, elle trouva des consolations. Elle promit d'envoyer le soir même son fils soumis et tendre, en affirmant qu'il serait enchanté de vivre chez sa belle-maman. Puis, lorsqu'elle eut fermé la porte derrière le dos de madame d'Ambreville, elle pensa, pleine d'une tendresse apitoyée, « Pauvre petit, ce qu'elle va lui vendre ça !» Mais, à ce moment, elle entendit aussi le bruit sourd dont le plancher tremblait. « Eh bien, quoi donc ? Est-ce que la bonne cassait la vaisselle, maintenant ?» Elle se précipita dans la salle à manger, interpella ses filles. « Qu'y a-t-il ? C'est le sucrier qui est tombé ?»« Non, maman, nous ne savons pas. » Elle se retournait, elle cherchait Adèle, lorsqu'elle l'aperçut écoutant à la porte de la chambre à coucher. « Que faites-vous donc ?» cria-t-elle. « On brise tout dans votre cuisine, et vous êtes là à moucharder monsieur. Oui, oui, on commence par les pruneaux et on finit par autre chose. Depuis quelque temps, vous avez des allures qui me déplaisent. Vous sentez l'homme, ma fille. » La bonne, les yeux écarquillés, la regardait. Elle l'interrompit. « C'est pas tout ça. Je crois bien que c'est monsieur qui est tombé là-dedans. »« Mon Dieu, elle a raison, » dit Berthe en pâlissant. « On aurait dit la chute d'un corps. » Alors elles pénétrèrent dans la chambre. Devant le lit, M. Josserand gisait, pris de faiblesse. Sa tête avait porté sur une chaise. Un mince filet de sang coulait de l'oreille droite. La mère, les deux filles, la bonne, l'entourèrent, l'examinèrent. Berthe seule pleurait, reprise des gros sanglots dont la gifle l'avait secouée. Et, quand elles voulurent, à elles quatre, le soulever pour le mettre sur le lit, elles l'entendirent qui murmurait « C'est fini, elles m'ont tué. » Chapitre 17. Des mois se passèrent, le printemps était venu. On parlait, rue de Choiseul, du prochain mariage d'Octave avec madame Hédouin. Les choses, pourtant, n'allaient pas si vite. Octave, au bonheur des dames, avait repris sa situation
qui chaque jour s'élargissait. Madame Hédouin, depuis la mort de son mari, ne pouvait suffire aux affaires sans cesse croissantes. Son oncle, le vieux Deleuze, cloué sur un fauteuil par des rhumatismes, ne s'occupait de rien. Et, naturellement, le jeune homme, très actif, travaillé de son besoin de grand commerce, était arrivé en peu de temps à prendre dans la maison une importance décisive. Du reste, encore irrité de ses amours imbéciles avec Berthe, il ne rêvait plus d'utiliser les femmes. Il les redoutait même. Le mieux lui semblait de devenir tranquillement l'associé de Madame Hédouin, puis de commencer la danse des millions. Aussi, se rappelant son échec ridicule auprès d'elle, la traitait-il en homme, comme elle désirait être traitée. Dès lors, leurs rapports devinrent très intimes. Il s'enfermait pendant des heures dans le cabinet du fond. Autrefois, quand il s'était juré de la séduire, il avait suivi là toute une tactique, tâchant d'abuser de ses tendresses commerciales, lui effleurant le cou de chiffres murmurés, guettant les recettes heureuses pour profiter de ses abandons. Maintenant, il restait bonhomme, sans calcul, tout à son affaire. Il ne la désirait même plus, bien qu'il gardât le souvenir de son frisson léger, la nuit des noces de Berthe, lorsqu'elle valsait sur sa poitrine. Peut-être l'avait-elle aimé. En tout cas, il valait mieux rester comme ils étaient, car elle le disait avec justesse, la maison demandait beaucoup d'ordre, c'était inepte d'y vouloir des choses qui les auraient dérangés du matin au soir. Assis tous deux devant les 3 bureaux, ils s'oubliaient souvent, après avoir revu les livres et décidé les commandes. Lui revenait alors à ses rêves d'agrandissement. Il avait sondé le propriétaire de la maison voisine, qui vendrait volontiers. On donnerait congé aux bimbelotiers et aux marchands d'ombrelles. On établirait un comptoir spécial de soieries. Elle, très grave, écoutait, n'osait se lancer encore. Mais elle concevait, pour les facultés commerciales d'Octave, une sympathie grandissante, en retrouvant chez lui sa propre volonté, son goût des affaires, le fond sérieux et pratique de son caractère, sous les dehors galants d'un aimable vendeur. Et il montrait, en outre, une flamme, une audace qui lui manquait et qui l'emplissait d'une émotion. C'était la fantaisie dans le commerce, la seule fantaisie qui l'eût jamais troublé. Il devenait son maître. Enfin, un soir, comme il demeurait côte à côte devant des factures, sous la flambée ardente d'un bec de gaz, elle dit lentement : « Monsieur Octave, j'ai parlé à mon oncle. Il consent. Nous achèterons la maison. Seulement, il l'interrompit pour crier avec gaieté : « Les vabres sont coulés, alors !» Elle eut un sourire. Elle murmura d'un ton de reproche : « Vous les détestez donc ? Ce n'est pas bien. Vous êtes le dernier qui devriez leur souhaiter du mal. » Jamais elle ne lui avait parlé de ses amours avec Berthe. Cette brusque allusion le gêna beaucoup, sans qu'il sût pourquoi. Il rougissait, il balbutiait des explications. « Non, non, ça ne me regarde pas, » reprit-elle, toujours souriante et très calme. « Pardonnez-moi, ça m'a échappé. Je m'étais promis de ne jamais vous en ouvrir la bouche. Vous êtes jeune, tant pis pour celles qui veulent bien, n'est-ce pas ? C'est aux maris à garder leurs femmes quand celles-ci ne peuvent se garder toutes seules. » Il éprouva un soulagement en comprenant qu'elle n'était pas fâchée. Souvent, il avait redouté une froideur de sa part, si elle venait à savoir son ancienne liaison. « Vous m'avez interrompu, monsieur Octave, » recommença-t-elle gravement. « J'allais ajouter que, si j'achète la maison voisine et que je double ainsi l'importance de mes affaires, il m'est impossible de rester seule. Je vais être forcée de me remarier. » Octave resta saisi. Comment ? Elle avait déjà un mari en vue et il l'ignorait ? Tout de suite, il sentit sa position compromise. « Mon oncle, continuait-elle, me l'a dit lui-même. Oh, rien ne presse en ce moment. Je suis en deuil de 8 mois. J'attendrai l'automne. Seulement, dans le commerce, il faut bien mettre le cœur de côté et songer aux nécessités de sa situation. Un homme est absolument nécessaire ici. » Elle discutait cela posément, comme une affaire, et il la regardait, d'une beauté régulière et saine, le visage très blanc sous les ondes correctes de ses bandeaux noirs. Alors, il regretta de ne pas avoir, depuis son veuvage,
essayer encore de devenir son amant. « C'est toujours grave, balbutia-t-il. Ça demande réflexion. » Sans doute, elle était de cet avis, et elle parla de son âge. « Je suis vieille, déjà. J'ai 5 ans de plus que vous, monsieur Octave. » Il l'interrompit, bouleversé, croyant comprendre, lui saisissant les mains, répétant « Oh, madame! Oh, madame !» Mais elle s'était levée, elle se dégageait, puis elle baissa le gaz. « Non, c'est assez, aujourd'hui. Vous avez de très bonnes idées, et il est naturel que je songe à vous pour les mettre à exécution. Seulement, il y a des ennuis. Il faut creuser le projet. Je vous sais très sérieux, au fond. Étudiez ça de votre côté. Je l'étudierai du mien. Voilà pourquoi je vous en ai parlé. Nous en recauserons plus tard. » Et les choses en restèrent là pendant des semaines. Le magasin reprit son train habituel. Comme madame Édouin gardait près de lui sa paix souriante, sans une allusion à une tendresse possible, il affecta de son côté une tranquillité pareille. Il finit par être à son exemple d'une santé heureuse, confiant dans la logique des choses. Elle répétait volontiers que les choses raisonnables arrivaient toutes seules. Aussi n'avait-elle jamais de hâte. Les commérages qui commençaient à circuler sur son intimité avec le jeune homme ne la touchaient même pas. Ils attendaient. Rue de Choiseul, la maison entière jurait donc que le mariage était fait. Octave avait quitté sa chambre pour aller se loger rue Neuve-Saint-Augustin, près du Bonheur des Dames. Il ne fréquentait plus personne, ni les Campardon, ni les Duveyrier, qui étaient outrés du scandale de ses amours. Monsieur Gourd lui-même, quand il le voyait, affectait de ne pas le reconnaître, afin de ne pas avoir à le saluer. Seuls Marie et madame Juseur, les matins où elle le rencontrait dans le quartier, entraient causer un instant sous une porte. Madame Juseur, qui l'interrogeait passionnément au sujet de madame Édouin, aurait voulu le décider à venir chez elle pour parler de ça gentiment. Marie, désolée, se plaignant d'être de nouveau enceinte, lui disait la stupéfaction de Jules et la colère terrible de ses parents. Puis, quand le bruit de son mariage devint sérieux, Octave fut surpris de recevoir un grand salut de monsieur Gourd. Campardon, sans se remettre encore, lui envoya à travers la rue un signe de tête cordial, tandis que Duveyrier, en allant un soir acheter des gants, se montra fort aimable. Toute la maison commençait à pardonner. D'ailleurs, la maison avait retrouvé le train de son honnêteté bourgeoise. Derrière les portes d'acajou, de nouveaux abîmes de vertu se creusaient. Le monsieur du 3e venait travailler 1 nuit par semaine. L'autre, madame Campardon, passait avec la rigidité de ses principes. Les bonnes étalaient des tabliers éclatants de blancheur, et, dans le silence tiède de l'escalier, les pianos seuls, à tous les étages, mettaient les mêmes valses, une musique lointaine et comme religieuse. Cependant, le malaise de l'adultère persistait, insensible pour les gens sans éducation, mais désagréable aux personnes d'une moralité raffinée. Auguste s'obstinait à ne pas reprendre sa femme, et tant que Berthe demeurerait chez ses parents, le scandale ne serait pas effacé. Il en resterait une trace matérielle. Aucun locataire, du reste, ne racontait publiquement la véritable histoire qui aurait gêné tout le monde. D'un commun accord, sans même s'être entendu, on avait décidé que les difficultés entre Auguste et Berthe venaient des 10 000 francs, d'une simple querelle d'argent. C'était beaucoup plus propre. On pouvait, dès lors, en parler devant les demoiselles. Les parents paieraient-ils ou ne paieraient-ils pas ? Et le drame devenait tout simple, car pas un habitant du quartier ne s'étonnait ni ne s'indignait à l'idée qu'une question d'argent pût déchaîner des gifles dans un ménage. Au fond, il est vrai, cette convention de bonne compagnie n'empêchait pas les choses d'être. Et la maison, malgré son calme devant le malheur, souffrait cruellement dans sa dignité. C'était Duveyrier surtout, comme propriétaire, qui portait le poids de cette infortune imméritée et persistante. Depuis quelque temps, Clarisse le torturait à un tel point qu'il revenait parfois pleurer chez sa femme. Mais le scandale de l'adultère l'avait aussi frappé au cœur. Il voyait, disait-il, les passants regarder sa maison de haut en bas, cette maison que son beau-père et lui s'étaient plu à orner de toutes les vertus domestiques. Et ça ne pouvait durer.
Il parlait de purifier l'immeuble pour son honneur personnel. Aussi, au nom de la décence publique, poussait-il Auguste à une réconciliation. Malheureusement, celui-ci résistait, entretenu dans sa rage pour Théophile et Valérie, qui s'installaient définitivement à la caisse, enchantés de la débâcle. Alors, comme les affaires de Lyon tournaient mal et que le magasin de soieries périclitait faute d'avance, Duveyrier avait conçu une idée pratique. Les Josserand devaient souhaiter ardemment se débarrasser de leur fille. Il fallait offrir de la reprendre, mais à la condition qu'ils paieraient la dot de 50 000 francs. Peut-être, sur leurs instances, l'oncle Bachelard finirait-il par donner la somme. Auguste, d'abord, avait refusé violemment d'entrer dans cette combinaison. À 100 000 francs, il serait encore volé. Puis, très inquiet pour ces échéances d'avril, il s'était rendu aux raisons du conseiller qui plaidait la cause de la morale et qui parlait uniquement d'une bonne action à faire. Lorsqu'on fut d'accord, Clotilde choisit l'abbé Mauduit comme négociateur. C'était délicat, un prêtre pouvait seul intervenir, sans se compromettre. L'abbé, justement, éprouvait un grand chagrin des catastrophes déplorables qui s'abattaient dans une des maisons les plus intéressantes de sa paroisse. Et il avait déjà offert ses conseils, son expérience, son autorité, pour mettre fin à un scandale dont les ennemis de la religion auraient pu se réjouir. Cependant, lorsque Clotilde lui parla de la dot, en le priant d'aller porter les conditions d'Auguste aux Josserand, il baissa la tête, il garda un silence douloureux. « C'est de l'argent dû que mon frère réclame, » répétait la jeune femme. « Comprenez bien que ce n'est pas un marché. D'ailleurs, mon frère s'obstine. »« Il le faut, j'irai, » dit enfin le prêtre. Chez les Josserand, on attendait de jour en jour la proposition. Sans doute, Valérie avait parlé, les locataires discutaient le cas. Étaient-ils dans la gêne, au point de garder leur fille ? Trouveraient-ils les 50 000 francs pour s'en débarrasser ? Depuis que la question se posait, Madame Josserand ne dérageait plus. Et quoi ? Après avoir eu tant de peine à marier une première fois Berthe, voilà qu'il fallait la marier encore. Rien n'était fait. On redemandait une dot. Les ennuis d'argent allaient recommencer. Jamais une mère n'avait eu à renouveler ainsi de pareils travaux. Et tout cela par la faute de cette grande cruche, qui poussait la stupidité jusqu'à oublier ses devoirs. La maison devenait un enfer. Berthe y endurait une continuelle torture, car sa sœur Hortense elle-même, furieuse de ne plus coucher seule, ne prononçait pas une phrase, sans y glisser une allusion blessante. On en arrivait à lui reprocher ses repas. Quand on avait un mari, quelque part, c'était drôle tout de même de rogner les plats de ses parents, déjà trop petits. Alors, la jeune femme, désespérée, sanglotait dans les coins, se traitant de lâche, ne se trouvant pas le courage de descendre se jeter aux pieds d'Auguste et de lui crier « Tiens, bats-moi, je ne puis pas être plus malheureuse !» M. Josserand seul se montrait tendre pour sa fille, mais il se mourait des fautes et des larmes de cet enfant, il agonisait de cruauté de la famille, en congé illimité, presque toujours au lit. Le docteur Juillerat qui le soignait parlait d'une décomposition de sang. C'était une usure de l'être entier, où tous les organes se prenaient les uns après les autres. « Lorsque tu auras fait mourir ton père de chagrin, tu seras contente, n'est-ce pas ?» criait la mère. Et Berthe n'osait même plus entrer dans la chambre du malade. Dès que le père et la fille se voyaient, ils pleuraient tous les deux. Ils se faisaient du mal. Enfin, Madame Josserand prit un grand parti. Elle invita l'oncle Bachelard, résigné à s'humilier une fois encore. Elle aurait donné les 50 000 francs de sa poche si elle les avait eus pour ne pas garder cette grande fille mariée dont la présence déshonorait ses mardis. Puis, elle venait d'apprendre des choses monstrueuses sur l'oncle. Et s'il n'était pas gentil, elle voulait lui dire une bonne fois sa façon de penser. Bachelard, à table, se conduisit d'une façon particulièrement malpropre. Il était arrivé dans un état d'ivresse avancé, car, depuis la perte de Fifi, il tombait aux écarts des grandes passions. Heureusement, Madame Josserand n'avait invité personne, par crainte d'être déconsidérée. Au dessert, il s'endormit en racontant des histoires embrouillées de nos sœurs Gâteux, et il fallut le réveiller pour le mener dans la chambre de M. Josserand.
Toute une mise en scène y était préparée, afin d'agir sur sa sensibilité de vieille ivrogne. Devant le lit du père se trouvaient 2 fauteuils, l'un pour la mère, l'autre pour l'oncle. Berthe et Hortense se tiendraient debout. On verrait un peu si l'oncle oserait mentir une fois encore à ses promesses, en face d'un mourant, dans une chambre si triste qu'une lampe fumeuse éclairait mal. « Narcisse, dit madame Josserand, la situation est grave. » Et, d'une voix lente et solennelle, elle expliqua cette situation, le malheur regrettable de sa fille, la vénalité révoltante du mari, la résolution pénible où elle était de donner les 50 000 francs pour faire cesser le scandale qui couvrait la famille de honte. Puis, sévèrement, « Souviens-toi de ce que tu as promis, Narcisse. Le soir du contrat, tu t'es encore frappé la poitrine en jurant que Berthe pouvait compter sur le cœur de son oncle. Eh bien, où est-il, ce cœur ? Le moment est venu de le montrer. Monsieur Josserand, joignez-vous à moi, indiquez-lui son devoir, si votre état de faiblesse vous le permet. » Malgré sa profonde répugnance, le père murmura, par tendresse pour sa fille. « C'est la vérité. Vous avez promis, Bachelard. Voyons, avant que je m'en aille, faites-moi donc le plaisir de vous conduire proprement. » Mais Berthe et Hortense, dans l'espérance d'attendrir l'oncle, lui avaient versé trop souvent à boire. Il était dans un tel état qu'on ne pouvait même plus abuser de lui. « Hein, quoi ?» bégaya-t-il, sans avoir besoin d'exagérer son ivresse. « Jamais promettre. »« Comprends pas du tout. Répète un peu, Éléonore. » Celle-ci recommença, le fit embrasser par Berthe qui pleurait, le supplia au nom de la santé de son mari, lui prouva qu'en donnant les 50 000 francs, il remplissait un devoir sacré. Puis, comme il se rendormait, sans avoir l'air d'être affecté le moins du monde par la vue du malade et de cette chambre douloureuse, elle éclata brusquement en paroles violentes. « Tiens, Narcisse, il y a trop longtemps que ça dure. Tu es une canaille. Je connais toutes tes cochonneries. Tu viens de marier ta maîtresse à Gueulin, et tu leur as donné 50 000 francs, juste la somme que tu nous avais promise. Ah, c'est propre, le petit Gueulin joue là-dedans un joli rôle. Et toi, tu es plus sale encore. Tu nous retires le pain de la bouche. Tu prostitues ta fortune, oui, tu la prostitues, en nous volant pour cette catin un argent qui nous appartenait. » Jamais elle ne s'était soulagée à ce point. Hortense, gênée, dut s'occuper de la potion de son père afin d'avoir un maintien. Celui-ci, dont cette scène enfiévrait le mal, s'agitait sur l'oreiller, répétait d'une voix tremblante. « Je t'en prie, Éléonore, tais-toi, il ne donnera rien. Si tu veux lui dire des choses, emmène-le pour que je ne vous entende pas. » Berthe, de son côté, pleurait plus fort, se joignait à son père. « Assez, maman, fais plaisir à papa. Mon Dieu, suis-je malheureuse d'être la cause de toutes ces disputes ? J'aime mieux m'en aller, j'irai mourir quelque part. » Alors, madame Josserand posa carrément la question à l'oncle. « Veux-tu, oui ou non, donner les 50 000 francs pour que ta nièce marche le front haut ?» Effaré, il s'attardait dans des explications. « Écoute un peu, j'ai trouvé Gueulin et Fifi ensemble. Quoi faire ? Il a bien fallu les marier. Ce n'est pas ma faute. »« Veux-tu, oui ou non, donner la dot que tu as promise ?» répéta-t-elle furieusement. Il vacillait, son ivresse s'aggravait au point qu'il ne trouvait plus les mots. « Peux pas, parole d'honneur. Ruiné complètement. Autrement, tout de suite, le cœur sur la main, tu le sais. » Elle l'interrompit d'un geste terrible. Elle déclara : « C'est bon, je vais réunir un conseil de famille et te faire interdire. Quand les oncles deviennent gâteux, on les met à l'hôpital. » Du coup, l'oncle fut pris d'une grosse émotion. Il regarda la chambre, la trouva sinistre, avec sa maigre lampe. Il regarda le mourant qui, soutenu par ses filles, avalait une cuillerée d'un liquide noirâtre. Et son cœur creva. Il sanglota en accusant sa sœur de ne l'avoir jamais compris. Pourtant, il était déjà bien assez malheureux de la trahison de Gueulin. On le savait très sensible, on avait tort de l'inviter à dîner
pour l'attrister ensuite. Enfin, à la place des 50 000 francs, il offrit tout le sang de ses veines. Madame Josserand, épuisée, l'abandonnait, lorsque la bonne annonça le docteur Juillerat et l'abbé Mauduit. Ils s'étaient rencontrés sur le palier. Ils entrèrent ensemble. Le docteur trouva M. Josserand beaucoup plus mal, encore sous le coup de la scène où il avait dû jouer un rôle. Lorsque, de son côté, l'abbé voulut emmener Madame Josserand dans le salon, ayant, disait-il, une communication à lui faire, celle-ci flaira de quelle part il venait et répondit avec majesté qu'elle était en famille et qu'elle pouvait tout entendre. Le docteur lui-même ne serait pas de trop, car un médecin était lui aussi un confesseur. « Madame, dit alors le prêtre avec une douceur un peu gênée, voyez dans ma démarche l'ardent désir de réconcilier deux familles. » Il parla du pardon de Dieu, appuya sur la joie qu'il éprouverait à rassurer les cœurs honnêtes en faisant cesser une situation intolérable. Il appelait Berthe malheureux enfant, ce qui la mit de nouveau en larmes. Et tout cela avec une telle paternité, en termes si choisis, qu'Hortense n'eut pas besoin de sortir. Cependant, il dut en arriver aux 50 000 francs. Les époux semblaient ne plus avoir qu'à s'embrasser lorsqu'il posa la condition formelle de la dot. « Monsieur l'abbé, permettez-moi de vous interrompre, dit madame Josserand. Nous sommes très touchés de vos efforts. Mais jamais, entendez-vous, jamais nous ne trafiquerons avec l'honneur de notre fille. Des gens qui se sont déjà réconciliés sur le dos de cet enfant. Oh, je sais tout, ils étaient à couteau tiré, et maintenant ils ne se quittent plus. Ils nous mangent du matin au soir. Non, monsieur l'abbé, un marché serait une honte. Il me semble, pourtant, madame, hasarda le prêtre. Elle lui couvrit la voix, elle continua superbement. Tenez, mon frère est là. Vous pouvez l'interroger. Il me répétait encore tout à l'heure, Éléonore, je t'apporte les 50 000 francs. Arrange ce fâcheux malentendu. Eh bien, monsieur l'abbé, demandez-lui quelle a été ma réponse. Lève-toi, Narcisse. Dis la vérité. L'oncle s'était déjà rendormi sur un fauteuil, au fond de la chambre. Il se remua, il lâcha des mots sans suite. Puis, comme sa sœur insistait, il mit la main sur son cœur, en bégayant. « Quand le devoir parle, on doit marcher. La famille avant tout. » « Vous l'entendez » cria madame Josserand d'un air de triomphe. « Pas d'argent. C'est ignoble. Répétez bien à ces gens que nous ne mourrons pas, nous autres, pour éviter de payer. La dot est ici. Nous l'aurions donnée. Mais du moment qu'on l'exige comme le rachat de notre fille, c'est trop sale. Qu'Auguste reprenne Berthe d'abord. Nous verrons plus tard. » Elle avait élevé la voix, et le docteur, qui examinait le malade, dut la faire taire. « Plus bas, madame, dit-il. Votre mari souffre. » Alors, l'abbé Mauduit, dont la gêne augmentait, s'approcha du lit, trouva de bonnes paroles. Et il se retira, sans revenir sur l'affaire, cachant la confusion d'avoir échoué sous son aimable sourire, avec un pli de dégoût et de douleur aux lèvres. Comme le docteur s'en allait à son tour, il apprit rudement à madame Josserand que le malade était perdu. Les plus grandes précautions devenaient nécessaires, car la moindre émotion pouvait l'emporter. Elle resta saisie. Elle passa dans la salle à manger, où ses deux filles et l'oncle rentraient, pour laisser reposer M. Josserand, qui semblait vouloir dormir. « Berthe, murmura-t-elle, tu viens d'achever ton père. C'est le docteur qui l'a dit. » Et toutes trois s'affligèrent autour de la table, pendant que Bachelard, gagné lui aussi par les larmes, se confectionnait un grog. Lorsqu'on eut fait connaître à Auguste la réponse des Josserand, il fut repris de fureur contre sa femme, jurant qu'il la repousserait à coups de botte le jour où elle viendrait demander grâce. Au fond, elle lui manquait. Il souffrait d'un vide. Il était comme dépaysé dans les nouveaux ennuis de son abandon, aussi graves que les ennuis du ménage. Rachel, qu'il avait gardé pour blesser Berthe, le volait et le querellait maintenant, avec la tranquille impudence d'une épouse. Et il finissait par regretter les petits bénéfices de la vie à deux, les soirées passées à s'ennuyer ensemble, puis les réconciliations coûteuses dans la chaleur des draps.
Mais il avait surtout assez de Théophile et de Valérie, installés en bas, occupant le magasin de leur importance. Même, il les soupçonnait de s'approprier parfois la monnaie sans aucune délicatesse. Valérie n'était pas comme Berthe, elle aimait trôner sur la banquette de la caisse. Seulement, il crut s'apercevoir qu'elle attirait des hommes, à la face de son imbécile de mari, dont le rhume persistant voilait les yeux de continuelles larmes. Autant Berthe, alors. Au moins, elle n'avait jamais fait passer la rue au travers des comptoirs. Enfin, une dernière inquiétude le travaillait. Le bonheur des dames prospérait, devenait une menace pour sa maison, dont le chiffre d'affaires diminuait de jour en jour. Certes, il ne regrettait pas ce misérable Octave, et cependant, il était juste. Il lui reconnaissait des facultés hors ligne. Comme tout aurait marché si l'on s'était mieux entendu. Des regrets attendris le prenaient. Il y avait des heures où, malade de solitude, sentant la vie crouler sous lui, il serait monté chez les Josserand leur redemander Berthe. Pour eux rien. D'ailleurs, Duveyrier ne se décourageait pas, le poussait toujours à une réconciliation, de plus en plus navré de la défaveur morale qu'une telle histoire jetait sur son immeuble. Il affectait même de croire aux paroles de madame Josserand, rapportées par le prêtre. Si Auguste reprenait sa femme sans condition, on lui compterait certainement la dot le lendemain. Puis, comme celui-ci redevenait enragé, devant une affirmation pareille, le conseiller faisait surtout appel à son cœur. Il l'emmenait le long des quais lorsqu'il se rendait au palais de justice. Il lui enseignait le pardon des injures d'une voix trempée de larmes, le nourrissait d'une philosophie désolée et lâche, où la seule félicité possible était d'endurer la femme, puisqu'on ne pouvait pas s'en passer. Duveyrier baissait, inquiétait la rue de Choiseul par la tristesse de sa démarche et la pâleur de son visage, où les taches rouges s'élargissaient, irritées. Un malheur inavouable semblait s'abattre sur lui. C'était Clarisse qui engraissait toujours, qui débordait et le torturait. À mesure qu'elle éclatait d'un embonpoint bourgeois, il la trouvait plus insupportable, de belle éducation, de rigorisme distingué. Maintenant, elle lui défendait de la tutoyer en présence de sa famille. Et, devant lui, elle se pendait au cou de son maître de piano, se lâchait dans des familiarités dont il sanglotait. 2 fois, il l'avait surprise avec Théodore, s'était emporté, puis avait demandé son pardon à genoux, acceptant tous les partages. D'ailleurs, continuellement, pour le tenir humble et soumis, elle parlait avec répugnance de ses boutons. Même l'idée lui était venue de le passer à une de ses cuisinières, grosse fille accoutumée aux basses besognes. Mais la cuisinière n'avait pas voulu de monsieur. Chaque jour, la vie devenait ainsi plus cruelle pour Duveyrier, chez cette maîtresse où il retrouvait son ménage, tombé dans un enfer. La tribu des Camelots, la mère, le grand voyou de frère, et les 2 petites sœurs, jusqu'à la tante infirme, le volaient avec impudence, vivaient de lui ouvertement, au point de vider ses poches la nuit, quand il couchait. Sa situation s'aggravait, d'autre part. Il était à bout d'argent, il tremblait d'être compromis sur son siège de magistrat. Certes, on ne pouvait le destituer, seulement les jeunes avocats le regardaient d'un air polisson, ce qui le gênait pour rendre la justice. Et lorsque, chassé par la saleté et le vacarme, pris du dégoût de lui-même, il s'échappait de la rue d'Assas et se réfugiait rue de Choiseul, la froideur haineuse de sa femme achevait de l'accabler. Alors, il perdait la tête. Il regardait la scène en se rendant à l'audience, avec l'idée de s'y jeter le soir où une dernière souffrance lui en donnerait le courage. Clotilde avait bien remarqué les attendrissements de son mari, inquiète, irritée contre cette maîtresse qui n'arrivait même pas à faire le bonheur d'un homme dans son inconduite. Mais elle était, de son côté, très ennuyée d'une aventure déplorable dont les conséquences révolutionnaient la maison. Clémence, en remontant un matin chercher un mouchoir, venait de surprendre Hippolyte avec cet avorton de Louise sur son propre lit, et, depuis lors, elle le giflait dans la cuisine au moindre mot, ce qui détraquait le service. Le pis était que madame ne pouvait fermer les yeux davantage sur la situation illégale de sa femme de chambre et de son maître d'hôtel. Les autres bonnes riaient,
Le scandale se répandait chez les fournisseurs. Il fallait absolument les marier ensemble si elle désirait les garder. Et, comme elle continuait à être très contente de Clémence, elle ne songeait plus qu'à ce mariage. La négociation lui semblait si délicate, avec des amoureux qui se rouaient de coups, qu'elle résolut d'en charger encore l'abbé Mauduit, dont le rôle moralisateur paraissait tout indiqué dans la circonstance. Du reste, ses domestiques lui donnaient beaucoup de mal, depuis quelque temps. À la campagne, elle s'était aperçue de la liaison de son grand galopin de Gustave avec Julie. Un instant, elle avait voulu renvoyer cette dernière, à regret, car elle aimait sa cuisine. Puis, après de sages réflexions, elle l'avait gardée, préférant que le galopin eût une maîtresse chez elle, une fille propre qui ne serait jamais un embarras. Au dehors, on ne sait pas ce qu'un jeune homme peut empoigner quand il commence trop jeune. Elle les surveillait donc, sans rien dire. Et il fallait, maintenant, que les deux autres vinssent l'occuper de leur histoire. Justement, un matin, madame Duveyrier allait se rendre chez l'abbé Mauduit lorsque Clémence lui annonça que le prêtre montait l'extrême onction à monsieur Josserand. La femme de chambre, après s'être trouvée dans l'escalier, sur le passage du bon Dieu, était rentrée à la cuisine en s'écriant « Je disais bien qu'il reviendrait cette année !» Et, faisant allusion aux catastrophes dont la maison souffrait, elle avait ajouté « Ça nous a porté malheur à tous !» Cette fois, le bon Dieu n'arriva pas en retard. C'était un signe excellent pour l'avertir. Madame Duveyrier se hâta de se rendre à Saint-Roch, où elle attendit le retour de l'abbé. Il l'écouta, garda un silence triste, puis ne put refuser d'éclairer la femme de chambre et le maître d'hôtel sur l'immoralité de leur situation. D'ailleurs, l'autre histoire l'aurait fait retourner prochainement rue de Choiseul, car le pauvre monsieur Josserand ne passerait sans doute pas la nuit. Et il donna à entendre qu'il voyait là une circonstance cruelle, mais heureuse, pour réconcilier Auguste et Berthe. On tâcherait d'arranger les deux affaires à la fois. Il était grand temps que le ciel voulût bien bénir leurs efforts. « J'ai prié, madame, » dit le prêtre. « Dieu triomphera. » En effet, le soir, à 7 heures, l'agonie de monsieur Josserand commençait. Toute la famille se trouvait réunie, sauf l'oncle Bachelard qu'on avait inutilement cherché dans les cafés, et Saturnin, qui était toujours enfermé à l'asile des Moulineaux. Léon, dont la maladie de son père retardait fâcheusement le mariage, montrait une douleur digne. Madame Josserand et Hortense avaient du courage. Seule, Berthe sanglotait si fort que, pour ne pas affecter le malade, elle s'était réfugiée au fond de la cuisine, où Adèle, profitant du désarroi, buvait du vin chaud. D'ailleurs, M. Josserand mourut avec simplicité. Son honnêteté l'étouffait. Il avait passé inutile, il s'en allait, en brave homme, las des vilaines choses de la vie, étranglé par la tranquille inconscience des seules créatures qu'il eût aimées. À 8 heures, il bégaya le nom de Saturnin, se tourna contre le mur et s'éteignit. Personne ne le croyait mort, car on redoutait une agonie terrible. On patienta quelque temps, on le laissait dormir. Lorsqu'on le trouva qui se refroidissait déjà, madame Josserand, au milieu des larmes, s'emporta contre Hortense qu'elle avait chargée d'aller chercher Auguste, comptant, elle aussi, remettre Berthe sur les bras de ce dernier, dans la grosse douleur des derniers moments. « Tu ne songes donc à rien !» disait-elle en s'essuyant les yeux. « Mais, maman, » répondait la jeune fille en larmes, « est-ce qu'on pouvait croire que papa finirait si vite ? Tu m'avais dit de descendre prévenir Auguste à 9 heures seulement, pour être sûre de le garder jusqu'à la fin. » La famille, très affligée, trouva dans cette querelle une distraction. C'était encore une affaire manquée. On n'arrivait jamais à rien. Il restait heureusement l'occasion du convoi pour s'embrasser. Le convoi parut convenable, bien qu'il fût d'une classe inférieure à celui de M. Vabre. On se passionna d'ailleurs beaucoup moins dans la maison et dans le quartier, car il ne s'agissait plus d'un propriétaire. Le mort était un homme tranquille, qui ne troubla même pas le sommeil de madame Juser. Marie, sur le point d'accoucher depuis la veille, exprima le seul regret de n'avoir pu aider ces dames à faire la toilette du pauvre monsieur.
En bas, madame Gourd se contenta de se lever au passage du cercueil et de le saluer du fond de la loge sans venir jusqu'à la porte. Toute la maison, cependant, alla au cimetière. Duveyrier, Campardon, les Vabres, monsieur Gourd. On causa du printemps, dont les grandes pluies avaient compromis les récoltes. Campardon s'étonna de la mauvaise mine de Duveyrier. Et comme, en regardant descendre le corps, le conseiller pâlissait, sur le point de se trouver mal, l'architecte murmura « Il a senti l'odeur de la terre. Dieu veuille que la maison ne soit pas décimée davantage. » Il fallut soutenir jusqu'à leur voiture madame Josserand et ses filles. Léon s'empressait, aidé de l'oncle Bachelard, pendant que, l'air gêné, Auguste marchait en arrière. Ce dernier monta dans une autre voiture, avec Duveyrier et Théophile. Clotilde gardait l'abbé Mauduit, qui n'avait pas officié, mais qui était venu au cimetière, voulant donner un témoignage de sympathie à la famille. Les chevaux repartirent plus gaiement, et, tout de suite, elle pria le prêtre de rentrer avec eux, car elle sentait l'heure favorable. Il consentit. Rue de Choiseul, les 3 voitures de deuil déposèrent silencieusement la famille. Théophile rejoignit aussitôt Valérie, restée à surveiller un grand nettoyage pour profiter de la fermeture du magasin. « Tu peux faire tes paquets !» lui cria-t-il d'une voix furieuse. « Ils sont tous à le pousser. Je parie qu'il va lui demander pardon. » Tous, en effet, éprouvaient le pressant besoin d'en finir. Il fallait que le malheur, au moins, fût bon à quelque chose. Auguste, au milieu d'eux, comprenait bien ce qu'il voulait, et il était seul, sans force, plein de honte. Lentement, la famille avait défilé sous la voûte, vêtue de noir. Personne ne parlait. Dans l'escalier, le silence continua, un silence plein d'un sourd travail. Tandis que les jupes de crêpe, molles et tristes, montaient les marches. Auguste, pris d'une dernière révolte, était passé le premier, avec l'idée de s'enfermer vivement chez lui. Mais, comme il ouvrait sa porte, Clotilde et l'abbé, qui l'avaient suivi, l'arrêtèrent. Derrière eux, Berthe, en grand deuil, parut sur le palier, accompagnée de sa mère et de sa sœur. Toutes 3 avaient les yeux rouges. Madame Josserand, surtout, faisait peine à voir. « Allons, mon ami, » dit simplement le prêtre, gagné par les larmes. Et cela suffit. Auguste céda tout de suite, voyant qu'il valait mieux se résigner dans cette occasion honorable. Sa femme pleurait, et il pleura aussi, bégayant. « Entre, nous tâcherons de ne pas recommencer. » Alors, la famille s'embrassa. Clotilde félicitait son frère. Elle n'attendait pas moins de son cœur. Madame Josserand montrait une satisfaction navrée, en veuve que les bonheurs inespérés ne touchent même plus. Elle associa son pauvre mari à la joie générale. « Vous faites votre devoir, mon gendre. Celui qui est au ciel vous remercie. »« Entre, » répétait Auguste, bouleversé. Mais, attirée par le bruit, Rachel venait de paraître dans l'antichambre. Et, devant l'exaspération muette qui pâlissait le visage de cette fille, Berthe eut une courte hésitation. Puis, sévèrement, elle entra. Elle disparut avec le noir de son deuil dans l'ombre de l'appartement. Auguste la suivait. La porte se referma sur eux. Un grand soupir de soulagement traversa l'escalier, emplit la maison d'allégresse. Les dames serrèrent les mains du prêtre, que Dieu avait exaucé. Au moment où Clotilde l'emmenait, pour arranger l'autre histoire, Duveyrier, resté en arrière avec Léon et Bachelard, arriva péniblement. Il fallut lui expliquer l'issue heureuse. Mais, lui qui la désirait depuis des mois, sembla comprendre à peine, l'air étrange, travaillé d'une idée fixe, dont la torture le désintéressait. Pendant que les Josserand montaient chez eux, il rentra derrière sa femme et l'abbé. Et ils étaient encore dans l'antichambre lorsque des cris étouffés les firent tressaillir. « Que madame se rassure, » expliqua complaisamment Hippolyte. « C'est la petite dame d'en haut qui a été prise de douleur. J'ai vu le docteur Juillerat monter en courant. » Puis, lorsqu'il fut seul, il ajouta philosophiquement. « Un qui part, un qui vient. » Clotilde installa l'abbé Mauduit dans le salon en disant qu'elle lui enverrait d'abord Clémence.
et, pour le faire patienter, elle lui donna la Revue des Deux Mondes, où il y avait des vers vraiment délicats. Elle voulait préparer sa femme de chambre, mais elle trouva son mari assis sur une chaise dans son cabinet de toilette. Depuis le matin, Duveyrier agonisait. Il venait, une troisième fois, de surprendre Clarisse avec Théodore. Et, comme il protestait, toute la famille des Camelot, la mère, le frère, les petites sœurs, s'étaient ruées sur lui, l'avaient jeté dans l'escalier à coups de pied et à coups de poing. Clarisse, pendant ce temps, le traitait de pané, le menaçait furieusement d'envoyer chercher le commissaire s'il remettait les pieds chez elle. C'était fini. Le concierge apitoyé lui avait appris en bas que, depuis 8 jours, un vieux très riche voulait entretenir madame. Alors, chassé, n'ayant plus de niche où vivre chaudement, Duveyrier, après avoir battu les trottoirs, était entré dans une boutique perdue acheter un revolver de poche. La vie devenait trop triste. Il pourrait au moins la quitter quand il aurait trouvé un bon endroit. Ce choix d'un coin tranquille le préoccupait, en rentrant rue de Choiseul d'un pas machinal pour assister au convoi de M. Josserand. Puis, derrière le corps, il avait eu l'idée brusque de se tuer au cimetière. Il s'en irait au fond, se cacherait derrière une tombe. Cela flattait son goût du romanesque, le besoin d'un idéal tendre et romantique qui désolait son existence sous la rigidité bourgeoise de son attitude. Mais, devant le cercueil qu'on descendait, il s'était mis à trembler, saisi du froid de la terre. Décidément, l'endroit ne valait rien. Il fallait chercher ailleurs. Et, revenu plus malade, envahi par l'idée fixe, il réfléchissait sur une chaise du cabinet de toilette, discutant le meilleur coin de la maison. Peut-être dans la chambre, au bord du lit, ou plus simplement à la place même où il se trouvait, sans bouger. « Auriez-vous l'obligeance de me laisser seule ?» lui dit Clotilde. Il tenait déjà le revolver dans sa poche. « Pourquoi ?» demanda-t-il avec effort. « Parce que j'ai besoin d'être seule. » Il crut qu'elle désirait changer de robe et qu'elle ne voulait même plus lui montrer ses bras nus, tant il la répugnait. Un instant, il la regarda de ses yeux troubles, si grande, si belle, le teint d'une pureté de marbre, les cheveux noués en tresses d'or fauve. Ah, si elle avait consenti, comme tout se serait arrangé. Il se leva en trébuchant, ouvrit les bras, tâcha de la saisir. « Quoi donc ?» murmura-t-elle, surprise. « Que vous prend-il ? Pas ici, bien sûr. Vous n'avez donc plus l'autre ? Ça va donc recommencer, cette abomination ?» Et elle avait le cœur soulevé d'un tel dégoût qu'il recula. Sans dire une parole, il sortit, s'arrêta dans l'antichambre, hésita une seconde. Puis, comme une porte se trouvait devant lui, la porte des lieux d'aisance, il la poussa, et, sans hâte, il s'assit au milieu du siège. C'était un endroit tranquille, personne ne viendrait l'y déranger. Il introduisit le canon du petit revolver dans sa bouche. Il lâcha un coup. Cependant, Clotilde, que ses allures inquiétaient depuis le matin, avait écouté pour savoir s'il lui faisait la grâce de retourner chez Clarisse. En comprenant où il allait, un craquement particulier de la porte, elle ne s'occupait plus de lui, elle sonnait enfin Clémence, lorsque la détonation sourde de l'arme l'étonna. Qu'était-ce donc ? On aurait dit le petit bruit d'une carabine d'appartement. Elle accourut dans l'antichambre, n'osa pas d'abord l'interroger, puis, comme un souffle étrange sortait de là-dedans, elle l'appela, finit par ouvrir, en ne recevant aucune réponse. Le verrou n'était pas même poussé. Duveyrier, étourdi plus encore par la peur que par le mal, restait accroupi sur le siège, dans une pose lugubre, les yeux grands ouverts, la face ruisselante de sang. Il venait de se rater. La balle, après lui avoir entamé la mâchoire, s'en était allée en trouant la joue gauche, et il n'avait plus le courage de se tirer un second coup. « Comment ? C'est ce que vous venez faire là ?» cria Clotilde hors d'elle. « Eh, tuez-vous dehors ?» Elle était indignée.
Ce spectacle, au lieu de l'attendrir, la jetait à une exaspération dernière. Elle le bourra, le souleva sans précaution aucune, voulut l'emporter pour qu'on ne le vît pas en un pareil endroit. Dans ce cabinet, et il se manquait encore, c'était le comble. Alors, pendant qu'elle le soutenait pour le conduire à la chambre, Duveyrier, qui avait du sang plein la gorge et qui crachait ses dents, bégaya entre deux râles. « Tu ne m'as jamais aimé. » Et il sanglotait. Il souffrait de la poésie morte, de cette petite fleur bleue qu'il ne pouvait cueillir. Lorsque Clotilde l'eut couché, elle s'attendrit enfin, prise d'une émotion nerveuse dans sa colère. Le pis était que Clémence et Hippolyte arrivaient au coup de sonnette. Elle leur parla bien d'abord d'un accident. Monsieur venait de choir sur le menton. Puis elle dut abandonner cette fable, car le domestique, en allant essuyer le siège ensanglanté, avait trouvé le revolver, tombé derrière le petit balai. Cependant, comme le blessé perdait du sang, la femme de chambre se souvint que le docteur Juillerat accouchait en haut madame Pichon, et elle courut, elle le rencontra justement qui descendait après une délivrance heureuse. Tout de suite, le docteur rassura Clotilde. Peut-être resterait-il une déviation dans la mâchoire, mais la vie n'était pas en danger. Il se hâtait de procéder à un premier pansement, au milieu de cuvettes d'eau et de linge taché de rouge, lorsque l'abbé Mauduit, inquiet de tout ce bruit, se permit d'entrer. « Qu'est-il donc arrivé ?» demanda-t-il. Cette question acheva de bouleverser madame Duveyrier. Elle éclata en larmes dès les premiers mots d'explication. Le prêtre avait compris d'ailleurs, au courant des misères cachées de son troupeau. Déjà, dans le salon, envahi d'un malaise, il regrettait presque son succès, cette malheureuse jeune femme qu'il venait de pousser chez son mari sans qu'elle eût un remords. Un doute terrible le prenait. Dieu, peut-être, n'était pas avec lui. Son angoisse augmenta devant la mâchoire cassée du conseiller. Il s'approcha, il voulut condamner énergiquement le suicide. Mais le docteur, très affairé, l'écartait. « Après moi, monsieur l'abbé. Tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il est évanoui. » Duveyrier, en effet, au premier attouchement du médecin, avait perdu connaissance. Alors, Clotilde, pour se débarrasser des domestiques qui n'étaient plus utiles et dont les yeux grands ouverts la gênaient, murmura en s'essuyant les yeux. « Allez dans le salon avec monsieur l'abbé. Il a quelque chose à vous dire. » Le prêtre dut les emmener. C'était encore une laide affaire. Hippolyte et Clémence, très surpris, le suivaient. Quand ils furent seuls, il commença par leur adresser des exhortations embrouillées. Le ciel récompensait la bonne conduite, tandis qu'un seul péché conduisait en enfer. Du reste, il était toujours temps de mettre fin à un scandale et de faire son salut. Pendant qu'ils parlaient ainsi, leur surprise devenait de l'ahurissement. Les mains ballantes, elle avec ses membres menus et sa bouche pincée, lui avec sa figure plate et ses gros os de gendarme, ils échangeaient des coups d'œil inquiets. Est-ce que madame avait découvert ses serviettes en haut, dans une malle ? Ou bien était-ce pour la bouteille de vin qu'il montait tous les soirs ? « Mes enfants, finit par dire le prêtre, vous donnez le mauvais exemple. Le grand crime est de pervertir autrui, de jeter de la déconsidération sur la maison où l'on habite. Oui, vous vivez dans une inconduite qui n'est malheureusement plus un secret pour personne, car vous vous battez depuis 8 jours. » Il rougissait. Une hésitation pudique lui faisait chercher les mots. Les deux domestiques avaient eu un soupir de soulagement. Ils souriaient, ils se dandinaient maintenant d'un air heureux. Ce n'était que ça. Vrai, il n'y avait pas de quoi les effrayer ainsi. « Mais c'est fini, monsieur le curé, » déclara Clémence en adressant à Hippolyte un regard de femme reconquise. « Nous sommes remis ensemble. Oui, il m'a expliqué. » Le prêtre, à son tour, montra un étonnement plein de tristesse. « Vous ne me comprenez pas, mes enfants. Vous ne pouvez continuer à vivre ensemble, vous offensez Dieu et les hommes. Il faut vous marier. » Du coup, leur stupéfaction reparut. Se marier ? Pourquoi faire ? « Moi, je ne veux pas, » dit Clémence. « J'ai une autre idée. »
Alors l'abbé Mauduit tâcha de convaincre Hippolyte. « Voyons, mon garçon, vous qui êtes un homme, décidez-la, parlez-lui de son honneur, ça ne changera rien dans votre vie. Mariez-vous. » Le domestique riait d'un rire farceur et embarrassé. Enfin, il déclara, en regardant la pointe de ses chaussons. « Bien sûr, je ne dis pas, mais je suis marié. » Cette réponse coupa net la morale du prêtre. Sans ajouter une parole, il replia ses arguments, il remit en poche Dieu inutile, désolé de l'avoir risqué dans une telle avanie. Clotilde, qui le rejoignait, venait d'entendre. Et, d'un geste, elle lâcha tout. Sur son ordre, le valet et la femme de chambre sortirent, l'un derrière l'autre, très amusés au fond, l'air sérieux. L'abbé, après un silence, se plaignit amèrement. Pourquoi l'exposer ainsi ? Pourquoi remuer des choses qu'il valait mieux laisser dormir ? Maintenant, la situation était tout à fait malpropre. Mais Clotilde répétait son geste. Tant pis, elle avait d'autres tracas. D'ailleurs, elle ne renverrait certainement pas les domestiques, de peur que le quartier ne connût l'histoire du suicide, le soir même. On verrait plus tard. N'est-ce pas ? Le repos le plus absolu, recommanda le docteur qui sortait de la chambre. Ça se remettra parfaitement, mais qu'on lui évite toute fatigue. Ayez bon courage, madame. Et, se tournant vers le prêtre, vous le sermonnerez plus tard, mon cher abbé. Je ne vous l'abandonne pas encore. Si vous retournez à Saint-Roch, je vous accompagne, nous ferons route ensemble. Tous deux descendirent. Cependant, la maison retrouvait son grand calme. Madame Juzer s'était attardée au cimetière, tâchant de séduire Trublot en usant avec lui les inscriptions des tombes. Et, malgré son peu de goût pour les coquetteries sans résultat, il avait dû la ramener en fiacre, rue de Choiseul. La triste aventure de Louise emplissait la pauvre dame d'une mélancolie. Comme ils arrivaient, elle parlait encore de cette misérable rendue par elle la veille aux enfants assistés. Une cruelle expérience, une désillusion dernière qui emportait son espoir de trouver jamais une bonne vertueuse. Puis, sous la porte, elle finit par inviter Trublot à venir causer quelquefois chez elle. Mais il allégua son travail. À ce moment, l'autre Madame Campardon passa. Ils la saluèrent. Monsieur Gourd leur apprit l'heureuse délivrance de Madame Pichon. Tous furent alors de l'avis de Monsieur et Madame Vuillaume. 3 enfants, pour des employés, c'était une vraie folie. Et le concierge laissa même entendre que, s'il en poussait un 4e, le propriétaire leur donnerait congé, car trop de familles dégradaient un immeuble. Mais ils se turent. Une dame voilée, laissant derrière elle une odeur de verveine, se glissait légèrement dans le vestibule, sans s'adresser à Monsieur Gourd, qui affecta de ne pas la voir. Le matin, il avait tout préparé chez le monsieur distingué du 3e pour une nuit de travail. Du reste, il n'eut que le temps de crier aux 2 autres « Prenez garde, ils nous écraseraient comme des chiens !» C'était la voiture des gens du second qui sortait. Les chevaux piaffaient sous la voûte. Le père et la mère, au fond du landau, souriaient à leurs enfants, 2 beaux enfants blonds, dont les petites mains se disputaient un bouquet de roses. « Quel monde !» murmura le concierge furieux. « Ils ne sont même pas allés à l'enterrement, de peur d'être polis comme les autres. Ça vous éclabousse, et si l'on voulait parler pourtant ?» « Quoi donc ?» demanda Madame Juzer, très intéressée. Alors, Monsieur Gourd raconta qu'on était venu de la police. Oui, de la police. L'homme du second avait écrit un roman si sale qu'on allait le mettre à Mazas. « Des horreurs !» continua-t-il d'une voix écœurée. « C'est plein de cochonneries sur les gens comme il faut. Même on dit que le propriétaire est dedans. Parfaitement, monsieur Duveyrier en personne. Quel toupet ! Ah, ils ont bien raison de se cacher et de ne fréquenter aucun locataire. Nous savons maintenant ce qu'ils fabriquent, avec leurs airs de rester chez eux. Et, vous voyez, ça roule carrosse, ça vend leurs ordures au poids de l'or. » Cette idée surtout exaspérait Monsieur Gourd. Madame Juzer ne lisait que des vers, Trublot déclarait ne pas se connaître en littérature. « Grosse vache, tu étais trop contente de m'avoir pour faire sauver tes hommes. Tu entends, sacré chameau, je ne te l'envoie pas dire. »
C'était Rachel que Berthe renvoyait et qui se soulageait dans l'escalier de service. Tout d'un coup, chez cette fille muette et respectueuse, dont les autres bonnes elles-mêmes ne pouvaient tirer la moindre indiscrétion, une débandade avait lieu, pareille à la débâcle d'un égout. Mise déjà hors d'elle-même par la rentrée de madame chez monsieur, qu'elle volait à l'aise depuis la séparation, elle était devenue terrible quand elle avait reçu l'ordre de faire monter un commissionnaire pour enlever sa malle. Debout dans la cuisine, Berthe écoutait, bouleversée, tandis que, sur la porte, Auguste, voulant faire acte d'autorité, recevait au visage les termes ignobles, les accusations atroces. « Oui, oui, continuait la bonne enragée, tu ne me flanquais pas dehors, quand je cachais tes chemises, derrière le dos de ton cocu. Et le soir où ton amant a dû remettre ses chaussettes au milieu de mes casseroles, pendant que j'empêchais ton cocu d'entrer, pour te donner le temps de te refroidir. Salope, va !» Berthe, suffoquée, s'enfuit au fond de l'appartement. Mais Auguste devait tenir tête, et il pâlissait. Il était pris d'un tremblement à chacune de ces révélations ordurières criées dans un escalier. Et il ne trouvait qu'un mot, « malheureuse, malheureuse !» pour exprimer son angoisse d'apprendre ainsi les détails crus de l'adultère, juste à l'heure où il venait de pardonner. Cependant, toutes les bonnes étaient sorties sur les paliers de leur cuisine. Elles se penchaient, elles ne perdaient pas une parole. Mais elles-mêmes restaient saisies de la violence de Rachel. Une consternation, peu à peu, les faisait se reculer. Ça finissait par dépasser les bornes. Lisa résuma le sentiment de toutes en disant « Ah bien, non, on bavarde, mais on ne tombe pas comme ça sur les maîtres. » D'ailleurs, le monde filait. On laissait cette fille se soulager seule, car il devenait gênant d'écouter des choses désagréables pour chacun. D'autant plus que, maintenant, elle s'attaquait à toute la maison. Monsieur Gourd, le premier, rentra dans sa loge, en faisant remarquer qu'on ne pouvait rien espérer d'une femme en colère. Madame Juser, dont ce cruel déballage de l'amour blessait profondément les délicatesses, parut si impressionnée que Trublot, malgré lui, dut l'accompagner chez elle, dans la crainte d'un évanouissement. Était-ce malheureux ? Les affaires s'arrangeaient, il ne restait pas le moindre sujet de scandale, la maison retombait au recueillement de son honnêteté, et il fallait que cette vilaine créature remuât encore les histoires enterrées, dont personne ne se souciait plus. « Je ne suis qu'une bonne, mais je suis honnête !» criait-elle, en mettant à ce cri ses dernières forces. « Et il n'y a pas une de vos garces de dames qui me vaille dans votre baraque de maison. »« Bien sûr que je m'en vais. Vous me faites tous mal au cœur. » L'abbé Mauduit et le docteur Juillerat descendaient lentement. Ils avaient entendu. Maintenant, une profonde paix régnait, la cour était vide, l'escalier désert. Les portes semblaient murées, pas un rideau des fenêtres ne bougeait, et il ne sortait des appartements clos qu'un silence plein de dignité. Sous la voûte, le prêtre s'arrêta, comme brisé de fatigue. « Que de misère !» murmura-t-il avec tristesse. Le médecin hocha la tête en répondant « C'est la vie ». Ils avaient de ces aveux lorsqu'ils sortaient côte à côte d'une agonie ou d'une naissance. Malgré leurs croyances opposées, ils s'entendaient parfois sur l'infirmité humaine. Tous deux étaient dans les mêmes secrets. Si le prêtre recevait la confession de ces dames, le docteur, depuis 30 ans, accouchait les mères et soignait les filles. « Dieu les abandonne », reprit le premier. « Non, dit le second, ne mettez donc pas Dieu là-dedans. Elles sont mal portantes ou mal élevées. Voilà tout. » Et, sans attendre, il gâta ce point de vue, il accusa violemment l'Empire. Sous une république, certes, les choses iraient beaucoup mieux. Mais, au milieu de ces fuites d'hommes médiocres, revenaient des observations justes de vieux praticiens qui connaissaient à fond les dessous de son quartier. Il se lâchait sur les femmes, les unes qu'une éducation de poupée corrompait ou abêtissait, les autres, dont une névrose héréditaire pervertissait les sentiments et les passions. Toutes tombant salement, sottement, sans envie comme sans plaisir. D'ailleurs, il ne se montrait pas plus tendre pour les hommes, des gaillards qui achevaient de gâcher l'existence,
derrière l'hypocrisie de leur belle tenue. Et, dans son emportement de jacobin, sonnait le glas entêté d'une classe, la décomposition et l'écroulement de la bourgeoisie dont les étais pourris craquaient d'eux-mêmes. Puis, il perdit pied de nouveau. Il parla des barbares, il annonça le bonheur universel. « Je suis plus religieux que vous », finit-il par conclure. Le prêtre semblait avoir écouté silencieusement, mais il n'entendait pas. Il était tout entier à sa rêverie désolée. Après un silence, il murmura « S'ils sont inconscients, que le ciel les prenne en pitié. » Alors, ils quittèrent la maison. Ils suivirent doucement la rue Neuve-Saint-Augustin. Une peur d'avoir trop parlé les tenait muets, car ils avaient, l'un et l'autre, bien des ménagements à garder dans leur position. Comme ils arrivaient au bout de la rue, ils aperçurent en levant la tête Madame Hédouin qui leur souriait, debout sur la porte du Bonheur des Dames. Derrière elle, Octave riait également. Le matin même, après une conversation sérieuse, tous deux avaient décidé leur mariage. Ils attendraient l'automne, et ils étaient dans la joie de cette affaire conclue. « Bonjour, monsieur l'abbé, » dit gaiement Madame Hédouin. « Toujours en course, docteur ?» Et, comme ce dernier la félicitait sur sa belle mine, elle ajouta « Oh, s'il n'y avait que moi, vous ne feriez pas vos affaires !» Ils causèrent un instant. Le médecin ayant parlé des couches de Marie, Octave parut enchanté d'apprendre l'heureuse délivrance de son ancienne voisine. Puis, quand il sut qu'elle venait d'avoir une troisième fille, il s'écria « Son mari ne peut donc pas décrocher un garçon ?» Elle espérait encore faire avaler un garçon à monsieur et madame Vuillaume. Mais jamais ceux-ci ne digéreront une fille. « Je crois bien, » dit le docteur. « Tous deux sont au lit, tellement la nouvelle de la grossesse les a révolutionnés. Et ils ont appelé un notaire pour que leur gendre n'hérite même pas de leurs meubles. » On plaisanta. Le prêtre seul restait silencieux, les regards à terre. Madame Hédouin lui demanda s'il était souffrant. Oui, il se sentait très fatigué. Il allait prendre un peu de repos. Et, après un échange de politesse cordiale, il descendit la rue Saint-Roch, toujours accompagné du docteur. Devant l'église, ce dernier dit brusquement « Hein ? Mauvaise pratique ?» « Qui donc ?» demanda le prêtre surpris. « Cette dame qui vend du calicot. Elle se fiche de vous et de moi. Pas besoin de bon Dieu ni de remède. N'importe, quand on se porte si bien, ce n'est plus intéressant. » Et il s'éloigna, tandis que l'abbé entrait dans l'église. Un jour clair tombait des larges fenêtres, aux vitraux blancs bordés de jaune et de bleu tendre. Pas un bruit, pas un mouvement ne troublait la nef déserte, où les revêtements de marbre, les lustres de cristal, la chair dorée, dormaient dans la clarté tranquille. C'était le recueillement, la douceur cossue d'un salon bourgeois dont on a enlevé les housses pour la grande réception du soir. Seule une femme, devant la chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs, regardait brûler la herse des cierges qui brasillaient en répandant une odeur de cire chaude. L'abbé Mauduit voulait monter à son appartement. Mais un grand trouble, un besoin violent l'avait fait entrer et le retenait là. Il lui semblait que Dieu l'appelait, d'une voix lointaine et confuse dont il ne pouvait saisir les ordres. Lentement, il traversait l'église, il cherchait à lire en lui-même, à calmer ses alarmes, lorsque, tout d'un coup, comme il passait derrière le chœur, un spectacle surhumain l'ébranla dans tout son être. C'était, derrière les marbres de la chapelle de la Vierge, aux blancheurs de lys, derrière les orfèvreries de la chapelle de l'Adoration, dont les 7 lampes d'or, les candélabres d'or, l'autel d'or luisait dans l'ombre fauve des vitraux couleur d'or, c'était, au fond de cette nuit mystérieuse, au-delà de ce lointain tabernacle, une apparition tragique, un drame déchirant et simple. Le Christ cloué sur la croix, entre Marie et Madeleine, qui sanglotaient, et les statues blanches qu'une lumière invisible, venue d'en haut, détachait contre la nudité du mur, s'avançait, grandissait, faisait de l'humanité saignante de cette mort et de ses larmes le symbole divin de l'éternelle douleur. Éperdu, le prêtre tomba sur les genoux.
Il avait blanchi ce plâtre, ménagé cet éclairage, préparé ce coup de foudre. Et, la cloison de planches abattue, l'architecte et les ouvriers partis, il était foudroyé le premier. De la sévérité terrible du calvaire, une haleine soufflait qui le renversait. Il croyait sentir Dieu passer sur sa face. Il se courbait sous cette haleine, déchiré du doute, torturé par l'idée affreuse qu'il était peut-être un mauvais prêtre. Oh Seigneur, l'heure sonnait-elle de ne plus couvrir du manteau de la religion les plaies de ce monde décomposé? Devait-il ne plus aider à l'hypocrisie de son troupeau, n'être plus toujours là, comme un maître de cérémonie, pour régler le bel ordre des sottises et des vices? Fallait-il donc laisser tout crouler au risque que l'Église elle-même fût éventrée par les décombres? Oui, tel était l'ordre sans doute, car la force d'aller plus avant dans la misère humaine l'abandonnait. Il agonisait d'impuissance et de dégoût. Ce qu'il avait remué de vilainie depuis le matin lui étouffait le cœur. Et les mains ardemment tendues, il demandait pardon, pardon de ses mensonges, pardon des complaisances lâches et des promiscuités infâmes. La peur de Dieu le prenait aux entrailles. Il voyait Dieu qui le reniait, qui lui défendait d'abuser encore de son nom. Un Dieu de colère résolu à exterminer enfin le peuple coupable. Toutes les tolérances du mondain s'en allaient sous les scrupules déchaînés de cette conscience, et il ne restait que la foi du croyant, épouvanté, se débattant dans l'incertitude du salut. Ô Seigneur, quelle était la route? Que fallait-il faire au milieu de cette société finissante qui pourrissait jusqu'à ses prêtres? Alors, l'abbé Mauduit, les yeux sur le calvaire, éclata en sanglots. Il pleurait comme Marie et Madeleine, il pleurait la vérité morte, le ciel vide. Au fond des marbres et des orfèvreries, le grand Christ de plâtre n'avait plus une goutte de sang.